Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Tout va bien? Bon. Alors, je vais désigner le secrétaire de séance comme d'habitude. On va demander, le sort va s'acharner sur le plus jeune, donc je vais demander à Monsieur Guénin de bien vouloir faire l'appel. Bonsoir à tous. Monsieur Jean-Philippe Andriès. Présent. Monsieur Guy Deschamps. Présent. Madame Dominique Saint-Oyan. Présent. Monsieur David Malbranc. Madame Catherine Kerlidou. Monsieur Jacques Lomaillet. Madame Joëlle Leplat. Monsieur Carmelo Furnari. Monsieur Michel Lejeune. Monsieur Alain Guermont-Pré. Madame André Castro. Madame Annick Brabant. Madame Roselyne Garminck. Monsieur Abdel Mercous. Madame Dominique Vandendrich. Monsieur Philippe Deloup. Madame Pascale Miano. Absente, excusez, pouvoir à Monsieur Guermont-Pré. Madame Christine Boulanger. Monsieur Philippe Stevens. Madame Angélique Ouattrelot. Monsieur Aurélien Guénin, présent. Monsieur André Novak. Monsieur Jérémy Rodsard. Absent, excusez, pouvoir à Aude Auchard. Madame Aude Auchard. Madame Mélanie Roberts. Monsieur Daniel Bourgois. Madame Christelle Van der Merch. Monsieur Mathieu Johnston. Monsieur Bernard Koster. Voilà. Bien, merci pour l'appel. Donc, justement, il a répondu présent en étant installé derrière. Comme vous savez, la tradition veut que nous allons très officiellement installer Monsieur Bernard Koster dans ses fonctions de conseiller municipal. Donc, je vais bien le prier de bien vouloir nous rejoindre à la place qui lui est dévolue. Vous savez que Madame Soisig Vandenesse a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale et en application de l'article L270 du Code électoral, Monsieur Bernard Koster, candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste du GLAM Groupement L'Hersois d'Action Municipale, est appelé à succéder à Madame Vandenesse et à siéger au sein de cette assemblée. Je proclame donc Monsieur Bernard Koster installé dans ses fonctions de conseiller municipal de l'Hers et lui souhaite, en notre nom à tous et à toutes, la bienvenue. Bienvenue Bernard. Alors, sans transition, maintenant qu'il a pris place, les décisions, contrats et conventions pris vous ont été communiquées avec le dossier du conseil municipal, comme toujours. Je vais vous demander l'approbation du procès-verbal de la séance, de notre dernière séance du conseil qui a eu lieu le jeudi 16 décembre dernier. Y a-t-il des observations ? Pas de commentaires. Je mets au vote donc ce procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 décembre dernier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, nous allons attaquer l'ordre du jour de ce conseil municipal par le rapport d'orientation budgétaire 2022. Alors, comme vous le savez, comme ça a déjà été présenté en commission finances la semaine dernière, le budget primitif pour l'année 2022 est préparé dans un contexte de stabilité des ressources après les bouleversements constatés l'an passé en 2021, avec notamment la disparition de la taxe d'habitation pour la majeure partie des contribuables, le transfert des bases de taxes foncières sur les propriétés bâties dont bénéficiaient les départements. Les contribuables encore assujettis verseront encore une taxe d'habitation sur les résidences principales réduite de 65% en 2022 avant de disparaître totalement l'an prochain. Le coefficient correcteur résultant du rapport entre les produits fiscaux avant et après la réforme, afin que la compensation soit réalisée à l'euro près, était de 1,0995 145 en 2021. Il va être corrigé en 2022 pour tenir compte des régularisations de base fiscale opéré en 2021 au titre de l'année 2020 et sera un peu plus favorable à la commune, mais ne nous a pas encore été communiqué. La commune doit également bénéficier de l'intégralité des nouvelles bases fiscales suite aux constructions nouvelles terminées en 2020, donc le 14 rue Jean Deprat et le 165 rue du Maréchal Leclerc.
La réduction de moitié de la valeur locative des établissements industriels aussi, les diminutions des recettes des communes et de l'AMEL sont prises en charge par l'État via un mécanisme de dégrèvement, mais les communes ont perdu la possibilité de pouvoir faire évoluer les taux sur 50% des bases foncières des locaux industriels. Point important, à ce jour, il n'existe plus d'objectif précis de la part de l'État quant à la participation des collectivités au redressement des comptes publics, alors même que la dette nationale s'accroît, vous le savez. 2022 étant une année d'élections présidentielles et législatives, aucune modification de la structure des dotations n'a été décidée. Par contre, le démarrage d'un nouveau quinquennat peut laisser présager de réformes futures qui pourraient impacter nos collectivités territoriales. En effet, de nombreuses interrogations ne peuvent que se poser sur l'impact de la crise sanitaire, sur la situation économique et les ressources de l'État et des collectivités pour les années à venir. Un point important aussi, en 2021, les prix à la consommation augmentent fortement après la stabilité constatée en 2020 et l'évolution qui était de 1,5% constatée en 2019. Cette donnée aura un impact non négligeable sur les achats de la commune, dans le renouvellement notamment des marchés publics, et peut-être même et certainement sur les marchés en cours, si l'équilibre général des contrats venait à être modifié de façon substantielle par les évolutions de prix des matières premières et des coûts de transport. Les coûts de matériaux de construction connaissent également des hausses majeures pour certains postes. En outre, la situation actuelle entraîne des incertitudes quant aux approvisionnements qui augurent d'autres augmentations de tarifs et ou des retards dans l'avancement de nos projets. Pour terminer cette introduction, pour les années futures, plusieurs incertitudes sont toujours d'actualité en ce qui concerne le bouleversement de l'indicateur de richesse qu'est le potentiel fiscal et son impact sur le calcul de nos dotations suite au changement de périmètre pour les bases fiscales et les indicateurs, la prévision d'actualisation des bases fiscales anciennes qui sont complètement déconnectées de la valeur réelle des biens. Je rappelle, comme chaque fois, qu'elle date de 1970, à l'horizon donc 2026. Cette actualisation ne devrait pas avoir d'impact sur le volume d'imposition que percevront les communes, mais pourrait également modifier les indicateurs de richesse. Enfin, pour 2022, l'État a adopté un dispositif transitoire permettant de garantir la stabilité du périmètre antérieur dans l'attente d'une réforme plus complète. Ces éléments de contexte ayant été mis, on va rentrer dans le vif du sujet concernant notre commune. Alors, on va commencer bien sûr en parler des prévisions 2022-2024 en section de fonctionnement. Nos recettes de fonctionnement sont estimées à 11 120 480 €, en diminution de 70 086 €, soit moins 0,6% par rapport au budget primitif 2021, puisque notamment les dotations de la CAF ne comportent plus de régularisation contrairement à l'année dernière, enfin l'année 2021. Les recettes fiscales, les produits 2022 sont estimés en tenant compte des éléments connus à ce jour, que nous avons repris. Je vais vous passer la lecture. Vous avez le document, il a été épluché. Alors je passe en diagonale parce que je pense que, à moins que vous vouliez qu'on revienne sur certains sujets, en tout cas, toujours sur ces prévisions. Pardon, excusez-moi, je suis perdu dans mes pages, j'étais bien là, c'est bon, donc je passe à la page suivante, l'évolution des recettes fiscales versées. Donc à ce stade, une évolution de 114 010 € qui est présentée là, qui représente plus de 71%. Vous en avez le détail, c'est inutile que je vous lise le tableau. Les prévisions 2023-2024 sont établies, elles, avec une évolution des nouvelles bases fiscales prévisionnelles pour les lotissements en cours de construction dont le permis de construire est envisagé. Rue du Maréchal Leclerc, rue Picavet, chemin des Chasses, rue de Cariem. Ces opérations engendreront des recettes fiscales de taxes foncières supplémentaires pérennes. Ensuite, en ce qui concerne les dotations de l'État et de l'AMEL, le projet de loi de finances prévoit une stabilité du volume global de la dotation forfaitaire et l'augmentation des dotations de solidarité rurale et de dotations de solidarité urbaine. Le volume du FPIC restera identique à celui de 2021. En ce qui concerne ces dotations, les prévisions sont établies en fonction des évolutions constatées les années antérieures pour la commune. Évolution des dotations et fiscalité indirecte.
C'est donc le tableau suivant, qui vous amène à un montant total, si on arrive à le voir, il faut descendre un tout petit peu, de moins 17 444 €. Le montant sera ajusté précisément selon la notification officielle de l'État qui doit nous venir avant la fin du premier semestre de cette année. Depuis 2021, comme je l'ai dit tout à l'heure, la commune ne perçoit plus de compensation des exonérations de taxes d'habitation. L'évolution de la dotation de compensation des taxes foncières fait suite à la compensation de l'exonération de 50% des bases fiscales des établissements industriels décidée à compter de 2021. On note que les dotations de l'AMEL ont été votées par le Conseil communautaire, le Conseil de l'AMEL, en décembre dernier. Le volume évalué pour ces dotations est quasiment stable. Pour les années 2023 et 2024, en l'absence de données plus précises, une réduction annuelle de la dotation forfaitaire est envisagée dans des proportions identiques à ce que la commune a constaté depuis 2019. En ce qui concerne les autres recettes fiscales et dotations, on est sur une base d'une augmentation de 1,51% qui est envisagée, ce qui représente 9 867 € qu'on va voir apparaître, essentiellement pour la taxe sur la consommation finale d'électricité et la taxe sur la publicité, sans modification des taux. Vous trouvez là le tableau qui reprend l'ensemble de ces recettes. Et les volumes de 2023 et 2024 sont prévus à l'identique de se valoriser sur l'année 2022. Je passe maintenant aux prestations de services et participation de la CAF. Alors l'année 2022, on peut la considérer comme une année de croisière. C'est pas la croisière s'amuse, mais c'est une année de croisière. Les prestations de services, donc vous voyez le montant total, on est sur un montant une évolution de moins 159 409 €. En 2022, le financement est prévu sur une année normale, ce que j'appelle une année de croisière, après les régularisations constatées en 2021, soit donc les moins 159 409 € que vous voyez apparaître par rapport à 2021. Le montant envisagé en 2023 et 2024 est celui d'une année de financement normale. Là aussi, les dotations de la CAF vont être un peu plus lissées que ce qu'on vivait par le passé. Vous en souvenez tous et toutes qui êtes autour de la table, que ce soit sur ce mandat ou sur le mandat précédent. On avait des fluctuations importantes de ces dotations de la CAF, avec des rattrapages qui étaient toujours bons à venir, mais qui faisaient qu'on avait, des financements en dents de scie à ce niveau-là. Alors, sujet suivant, donc l'activité des services et revenus des immeubles. Donc, vous avez les recettes qui apparaissent là avec un montant à moins 19 190 €. Une évolution défavorable des recettes est donc attendue pour 2022, bien sûr parce qu'on a la fin de la location pour tendance et fraîcheur, donc à compter de février 2022, puisque vous savez que nous avons passé en conseil la vente définitive de ce bâtiment et que ça a été acté devant notaire. Diminution des conditions de financement des agents en contrat aidé, ça aussi malheureusement c'est une constante. Une diminution de la participation de la résidence des 80 aux activités menées dans le cadre de la lutte contre l'isolement des personnes âgées, donc ce qu'on appelle joliment le CEPOM, suite à la baisse d'activité bien sûr constatée en 2021, en raison de ce fameux contexte sanitaire. On a tous encore un masque sur le visage. L'augmentation aussi des participations familiales pour la petite enfance, une forte augmentation de la fréquentation de notre école de musique, une stabilité des recettes en ce qui concerne les cantines, garderies périscolaires et les centres aérés, les ALSH, et le maintien des locations pour le limitrophe, le 98 rue Roger Salengro, en application des contrats de location en vigueur. En ce qui concerne les tarifs municipaux, ils sont fixés par délibération depuis 2010. Le taux d'évolution est défini au moment du vote du budget primitif. Pour rappel, ils ont augmenté de 1% en 2015, puis n'ont plus été revalorisés malgré l'évolution de l'inflation, à ce jour de plus 6,33% par rapport à cette base de 2015, en cumul sur la période 2016-2021. La ville a absorbé les surcoûts sans les répercuter sur les usagers et les bénéficiaires. À fin décembre 2021, les prix à la consommation ont augmenté de 2,8% sur un an.
À l'exception des tarifs applicables pour la petite enfance, dont l'évolution est contrainte par la CAF, la commune est libre de décider des conditions de ces évolutions. Pour la petite enfance, je le rappelle, les tarifs ont fait l'objet d'un rattrapage de 0,8% par an depuis 4 ans dans le cadre des conventions signées avec la CAF et ne pourront plus évoluer dans les années futures. Les loyers, quant à eux, évoluent selon les indices légaux. On passe maintenant aux dépenses de fonctionnement. À ce stade budgétaire, elles sont estimées à 10 866 656 €, en augmentation de 224 197 €, soit plus de 2,11%. Les dépenses de fonctionnement courant, alors on les reprend, on en reprend certaines. Les principales évolutions subies, hélas, ou décidées parfois, concernent la hausse des tarifs d'énergie. Donc je fais un focus sur le sujet là. Ça représente 60 400 €. Vous imaginez du peu. Et encore, on peut considérer qu'on n'est pas parmi les communes les plus mal loties par rapport à nos engagements antérieurs et par rapport aux hausses de tarifs qu'on subit à aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un impact direct de 60 000 €, vous le voyez, sur nos dépenses de fonctionnement. L'augmentation des conditions tarifaires aussi pour nos contrats d'assurance. Le complément d'un trimestre pour l'intervention de la police intercommunale de 42 000 €. Pourquoi ? Parce que maintenant, on va passer en année complète. Je vous rappelle que c'est au milieu de l'année dernière où nous sommes passés, où nous avons englobé aussi le dimanche et le lundi dans leurs prestations. Donc là, maintenant, on est sur une année pleine, ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Donc forcément, ça a un impact. Les frais de fonctionnement de l'espace associatif, l'énergie, maintenance, la montée en charge du pourcentage d'achat de denrées durables et bio qui est passé de 30 à 50%, la réservation d'une enveloppe aussi budgétaire de 10 000 € pour d'éventuels projets particuliers retenus dans le cadre du budget participatif, bien sûr toujours notre programme d'entretien du patrimoine en 2022, notamment au travers des peintures que nous ferons à l'école Vinci, les capteurs de CO2 et les sirènes dans les écoles, mais ça je laisserai M. Furnari en reparler tout à l'heure. Plus précisément, l'outil de gestion des autorisations d'intervention sur les réseaux publics, ça aussi c'est un outil indispensable à notre fonctionnement. L'annulation de la pénalité versée au titre de la loi SRU grâce à la subvention versée à LMH en 2020. Et aussi la diminution de la subvention au CCAS de moins 11 214 €. Pour rappel, en 2021, on avait prévu l'achat d'un véhicule, nous n'avons pas acheté ce véhicule, on est passé en location. La baisse des coûts d'entretien de l'éclairage public, puisqu'on continue à toujours remplacer au fur et à mesure des tranches par de la LED. La baisse des coûts de maintenance informatique et des frais de télécommunication. Merci à notre service informatique qui fait des gros efforts et qui cherche toujours les meilleures solutions pour ça. La fin des provisions suite au litige de la salle paroissiale. Et l'estimation du volume global des subventions déposées par les associations, tenant compte de la valeur actuelle de la base, de l'évolution de nombre d'adhérents, les prévisions de participation aux fêtes locales, si elles peuvent avoir lieu, ce que j'espère, et bien sûr la reconduction de l'aide Covid, comme on s'y était engagé l'an passé, de 10 000 € pour financer des mesures particulières à destination des associations en difficulté. Je vous rappelle qu'on a refait un questionnaire de demande des associations qui étaient plus particulièrement en difficulté. Donc on en a identifié quelques-unes qu'on va recevoir, et pour ce faire, on a prévu de bloquer ce budget de 10 000 € pour financer ces éventuelles aides aux associations, en plus du maintien, bien sûr, des subventions totales à nos associations, ce qu'on avait déjà fait l'année dernière, quel que soit leur niveau d'activité, quel que soit ce qu'elles aient pu faire ou ne pas faire, ou faire partiellement. On refait la même chose que l'an passé, on les finance, on les subventionne de la même façon qu'en année tout à fait normale. Je tiens à préciser aussi que nous allons reconduire la prime aussi particulière par chaque adhérent ou chaque membre d'association pour la participation au matériel, entre guillemets, masque, Covid, gel, etc., comme on l'avait fait l'an passé. Enfin, sur le chapitre 011, à côté de 2023 et puis en 2024, nous avons intégré aussi dans le prévisionnel les dépenses pour le fonctionnement de notre espace associatif et du futur espace culturel, en énergie, en maintenance, en nettoyage. Elles seront compensées, bien sûr, par la diminution des frais sur les anciens sites, puisque nous sommes
ces activités ont déjà lieu sur d'autres sites épars et que nous allons regrouper toutes ces activités. Aucune évolution autre que l'impact de l'inflation n'est envisagée. En 2023-2024, les arbitrages devront aboutir à une stabilisation des dépenses à financer. Je mettrai juste un bémol à cette conclusion, qui est un vœu auquel j'apporte la plus grande croyance. Simplement, comme moi, vous écoutez les actualités. La vie est en train de changer aujourd'hui même. Vous le savez aussi bien que moi. Vous savez que j'aime à dire que j'ai une boule de cristal, mais qui est toujours aussi embuée. Quelles vont être les conséquences sur nos coûts énergie de façon globale de ce qui arrive à la limite de l'Europe, du côté Est? Dieu seul le sait, et encore je ne suis pas sûr que lui le sache. En tout cas, on va vers des temps compliqués, c'est évident, des temps difficiles, surtout pour les gens qui ont à subir ça en direct. Par chance, nous, on est à aujourd'hui épargnés. Mais en tout cas, soyons sûrs qu'on aura un impact, forcément, des coûts qui ne vont pas aller en diminuant, des coûts d'énergie, mais aussi, très certainement, des soubresauts, comme on l'a déjà vécu, sur d'autres fournitures, puisque, vous savez, beaucoup de choses tournent autour de l'énergie, même quand on parle d'autres produits, d'autres matières que ces matières premières. Voilà, alors, je continue sur les frais de personnel. À ce stade, les dépenses sont évaluées à 7 374 746 €, soit plus 281 646 €, ce qui représente en pourcentage 3,97% par rapport au crédit inscrit, je rappelle, c'est toujours par rapport au BP 2021. Alors, les explications, les éléments suivants sont notables. L'augmentation du SMIC de 2,2% en octobre, puis de 0,9% au début de cette année, a forcément aussi un impact direct sur nos prévisionnels de masse salariale. Il n'y a pas d'évolution pour l'instant du point d'indice. L'évolution des grilles des catégories C suite à l'évolution du SMIC, forcément, même si tout le monde n'est pas au SMIC ici, mais les catégories C suivent aussi forcément ces évolutions. L'organisation des élections présidentielles et législatives, ça aussi on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais ça entre forcément en ligne de compte. La révision des conditions de rémunération des animateurs durant l'été, que nous avons passé en délibération en fin d'année dernière tous ensemble. Les postes de C8, au nombre de 14 à aujourd'hui. Et le recrutement aussi d'un chargé de mission développement durable et citoyenneté pour une estimation de 7 mois que nous voulons mettre en place sur l'année 2022. À ce stade, sont budgétés 149 équivalent temps plein, donc c'est-à-dire plus 3 par rapport à l'année précédente, pour les titulaires. Prévision de recrutement durant la période de formation, bien sûr, avant départ en retraite. Et 43 ETP, équivalent temps plein, pardon, qui représentent un plus 2,3 par rapport à 2021 pour ce qu'on appelle les non-titulaires, notamment pour le remplacement des agents absents, maladies, longues maladies, Covid, etc. Vous avez pu voir en tableau les pourcentages. Pour les gens qui aiment bien les chiffres, on est à 68,05% du ratio masse salariale brute dépenses réelles. La prospective budgétaire en matière de masse salariale, elle prévoit donc pour les années suivantes une augmentation des dépenses de 3% pour les revalorisations dites naturelles, le fameux GVT, le financement, entre autres, et les éventuelles évolutions du SMIC, le financement des recrutements complémentaires à l'horizon 2024 après la mise en œuvre de plusieurs projets du mandat, notamment l'entretien des nouveaux locaux pour les associations rue de la Plaine, qui sera réalisé à effectif constant par les collègues affectés aux bâtiments municipaux actuels, puisqu'ils seront vendus après transfert de l'activité des associations, et l'entretien courant du nouvel espace culturel comprenant une nouvelle classe d'école de musique, compensée par la continuation de l'optimisation des effectifs lors des départs en retraite ou des mutations. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel sur cette partie-là. Alors, on passe aux résultats provisoires selon la situation qui était arrêtée au 27 janvier dernier. Le volume disponible à fin 2021 est estimé, vous l'avez en bas de tableau de ce tableau, à 1 917 431 € et 94 centimes. Donc, ce volume disponible
diminuerait de 346 729 € par rapport à la fin 2020 suite au financement des investissements qui ont déjà été réalisés, notamment pour l'aménagement de l'espace associatif et le lancement du projet de construction de l'espace culturel. Bien évidemment, comme chaque année, les montants devront être confirmés après enregistrement des dernières opérations et par le pointage des balances établies par notre trésorerie. Alors, on passe du fonctionnement à l'investissement, les recettes d'investissement. Alors, vous retrouvez sur le tableau que vous avez sous les yeux les recettes réelles d'investissement. Comme je le rappelle à chaque fois, bien sûr, nous ne prenons en compte que les recettes dont nous sommes certains à ce jour. Les ressources propres dont la ville disposera pour financer les projets d'investissement de l'année 2022 représentent donc 1 223 845 €. La valorisation du patrimoine conformément aux délibérations adoptées par le Conseil permet à la ville de disposer d'un volume de recettes très significatif en attendant l'étude des différents dossiers de demande de subvention qui sont déposés. Alors, en ce qui concerne les perspectives à moyen terme 2023-2024, l'évolution de la dette. Le remboursement de l'emprunt sera totalement réalisé à la fin de cette année. Un emprunt de l'ordre de 4 200 000 € est envisagé à échéance 2024 pour financer les projets d'investissement futurs. Son montant, bien sûr, sera fixé selon le coût final des projets, le montant des subventions qui seront obtenues chaque année par la commune et notre propre autofinancement dégagé durant les années antérieures. Les intérêts d'emprunt auront un impact, bien sûr, sur le volume total des dépenses de fonctionnement à compter de 2025. En ce qui concerne la gestion du patrimoine, nous faisons apparaître sur ce tableau les ventes potentielles de patrimoine avec les années estimées. Donc vous retrouvez en valeur estimée le 1 045 500 € dont nous parlions pour les valeurs estimées sur 2022 et les valeurs estimées 2023 et 2024, 271 423 et 836 000 en 2024. Avec les noms correspondants, bien évidemment, qui correspondent à nos possibilités de nous séparer de certains espaces, puisqu'ils ne seront plus utilisés quand on aura regroupé, notamment dans notre espace associatif et dans l'espace culturel. L'évolution de notre épargne brute est nette et les taux d'épargne depuis 2017. Donc l'évolution de l'autofinancement, vous voyez apparaître sur le tableau. Donc l'impact des décisions de financement extérieur est quasiment nul depuis 2018 et la fin de la baisse des dotations de l'État. L'évolution actuelle de l'autofinancement est le reflet des nouvelles décisions prises par la commune, comme le renforcement de l'intervention de la police interco ou l'ouverture de nouveaux services pour les Lerçois. La situation budgétaire fait l'objet d'une surveillance renforcée vu les incertitudes actuelles, j'en ai parlé tout à l'heure, nouvelles réformes potentielles et situation économique nationale, et la prévision d'emprunt dans les 2 années à venir dont l'impact sera visible à compter de l'année 2025. Un sujet qui intéresse tout le monde, le taux d'impôt et des produits et des services. Aucune évolution des taux d'imposition et des tarifs n'est envisagée pour 2022. Une réflexion va être menée dans le but d'uniformiser les tarifs lorsque cela est possible et d'appliquer la tarification à 1 € en lien avec les financements octroyés par l'État pour la restauration scolaire. En ce qui concerne le programme de futurs investissements, le montant disponible fin 2021 devrait permettre prioritairement de financer, dès 2022, la poursuite de la campagne de modernisation de l'éclairage public dans la ville, ce que nous continuons à faire, la continuation du programme d'accessibilité des bâtiments communaux selon les diagnostics, puis la programmation qui avait été réalisée à partir de septembre 2015 auprès de la préfecture. La première phase de la construction de l'espace culturel et la vidéoprotection. Durant le mandat, plusieurs projets sont envisagés. Vous les voyez apparaître là aussi en tableau. Je ne vais pas vous lire le tableau, vous l'avez en lecture. Je rappelle les modalités de financement d'un programme d'investissement et de développement de la commune. Les recettes potentielles liées aux subventions d'investissement ne sont pas valorisées, je l'avais dit tout à l'heure, par principe de prudence tant qu'elles ne sont pas notifiées, ne nous sont pas notifiées. Comme d'habitude, la commune sollicitera l'AMEL
via les différents fonds de concours, le département, la région, l'État, la dotation aussi d'équipement des territoires ruraux, ce qu'on appelle joliment la DETR, avec une attention particulière pour les projets intégrant la rénovation thermique et participant à la transition écologique, mais aussi les projets de construction et rénovation de salles multiculturelles, salles des fêtes et salles polyvalentes. La dotation de soutien à l'investissement local, le DSIL, l'équipement numérique dans les écoles et enfin le Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour la vidéoprotection, mais aussi la CAF, auprès de laquelle on peut obtenir des subventions qui sont plafonnées à 50 000 €, pour lesquelles on va faire des demandes pour l'espace culturel et pour des équipements sportifs. Forcément, ces subventions accordées auront un impact sur le volume définitif de l'emprunt, je l'ai dit tout à l'heure, que la commune sera amenée à constituer. Voilà. J'essaie de vous en faire une lecture la plus complète, mais la plus rapide possible. C'est un rapport, donc il n'y aura pas de vote. Par contre, s'il y a des commentaires, des remarques, je vous écoute. Monsieur Johnston. C'est rouge, je peux parler. Merci, monsieur le maire. Le rapport d'orientation budgétaire a pour but d'éclairer les conditions de préparation du budget qui sera voté au prochain Conseil. Pour ce faire, il doit aborder deux éléments. Premièrement, dresser l'état des lieux du contexte de départ. Deuxièmement, envisager l'impulsion que la ville pourra donner pour initier, ajuster ou confirmer sa trajectoire budgétaire. Premièrement donc, quel est notre point de départ ? Après la récession historique liée au Covid, la croissance mondiale a rebondi de 5,9% en 2021. Dans cet élan, l'économie française, avec une croissance de 6,6% sur la même période, a récupéré plus rapidement que prévu, la loi de finances prévoyait 6,25%, son niveau d'avant la pandémie. L'Association française de sciences économiques estime d'ailleurs que l'économie française est économiquement sortie de la crise Covid. Toutefois, 2022 s'annonce sur fond d'incertitude. Les ralentissements de l'économie chinoise, l'usine du monde, pèsent sur la production. L'approvisionnement, vous l'avez dit, les retards de livraison et par conséquent sur les prix. En 2021, les prix à la consommation, vous l'avez dit également, ont augmenté de 2,8%. Ce retour de l'inflation, s'il est conjoncturel, risque pourtant de se poursuivre dans l'incertitude toute récente et tragique du contexte international. Son évolution à la hausse peut donc durer pour peser plus fortement sur le pouvoir d'achat. Les perspectives budgétaires de l'ERS s'inscrivent évidemment dans ce paysage incertain. Ces recettes de fonctionnement, rapportées à un flux constant en gommant l'excédent exceptionnel de la CAF en 2021, se rétablissent doucement pour revenir juste au niveau de 2019, c'est-à-dire à celui d'avant la crise, qui est la base de ma comparaison. Au compte administratif 2019, elle s'élevait à, donc les recettes de fonctionnement, 11 061 330 €. Les chiffres que vous présentez dans ce rapport les élèveraient en 2022 à 11 120 480 €, soit plus 59 000 € sur la période entre 2019 et 2022. Si elles y parviennent, c'est par le biais de l'évolution favorable des dotations et de la fiscalité indirecte, plus 282 000 € au tableau que vous avez présenté entre 2019 et 2022, alors que les recettes liées à l'activité des services, cantines, centres petite enfance, baissent, elles, de 11 200 € sur la même période. Face à cela, les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite, plus 948 134 € entre 2022 et 2019, pour rappel, 59 000 € d'évolution des recettes. De facto, la marge de la ville s'est restreinte. À l'issue de 2020, la ville avait ajouté 239 000 € à son volume global disponible en fin d'exercice. En 2021, elle aura puisé 346 721 € de ses réserves pour financer ses investissements de l'année. Dès lors, et ce sera mon deuxièmement, quelles orientations donner à notre trajectoire budgétaire ? Incertitude de contexte au plan général, consolidation à poursuivre au plan local. On le voit bien, le diagnostic conduit à la prudence. Vitaliser l'ERS préconise donc 4 piliers pour avancer en cohérence et en ce sens. Premièrement, une prudence sur les dépenses de fonctionnement. J'ai souvent ici souligné l'attention que portait la majorité à la rigueur budgétaire quotidienne. Quand j'ai demandé des efforts de décloisonnement, de mutualisation ou de contrôle de commande publique, je n'ai pas manqué d'indiquer lorsqu'ils ont été effectués. Pour la prévision 2022, les frais de personnel répartent à la hausse de 4% quand ils avaient régulièrement baissé depuis 4 ans.
ils doivent rester un point de vigilance accrue par la part primordiale qu'ils prennent sur le budget, soit 68% des dépenses. Deuxième pilier, conforter les recettes de la ville sans utiliser le levier fiscal. Je l'ai indiqué plus haut. La ville peine à recouvrer le montant des activités de service d'avant la crise. Elle a structurellement besoin de recettes. Dans le nouveau cadre fiscal, la taxe foncière est dorénavant la ressource dominante. Pour ne pas relever ses taux et ses tarifs municipaux comme vous y engagez, et pour ne pas peser davantage sur le pouvoir d'achat des Lerçois, la ville doit donc travailler à créer des ressources de création de recettes durables. Cela passe par une politique cohérente et encadrée de création de logements. C'est non seulement un besoin social, je l'ai déjà dit ici en commission plusieurs fois, c'est également un besoin économique selon le rapport qui nous est présenté. Vitaly Zeller s'appuiera donc en ce sens. Troisièmement, piloter scrupuleusement nos investissements. Pour faire suite aux demandes répétées des différents groupes d'opposition actuels ou anciens, dont évidemment Vitaly Zeller, le rapport d'orientation budgétaire présente depuis l'année dernière un tableau succinct d'un plan pluriannuel d'investissement posant l'étalement et les projections d'achat et les projections de financement. Nous l'avons dit, l'autofinancement par l'excédent de fonctionnement régulier s'amenuise et vos projections sur les années prochaines le confirment par ailleurs. Vous choisissez donc, comme souvent, de vendre pour investir. La liste des ventes prévues est longue, 10. On ne peut pas les citer, ce n'est pas l'objet, on avait dit de toute façon l'année dernière. Loin de nous l'idée de ne rien vendre. Mais dans cette proportion, nous considérons que l'ERS se prive d'atouts, notamment centre-ville, qui manqueront au LERS de 2030. Pour atténuer cela, la question de la dette aurait pu être gérée différemment. Nous en avons souvent parlé. J'ai déjà énoncé qu'une dette nulle pour une collectivité, comme on y arrive cette année et comme on le conservera sous plusieurs exercices, ne devait pas être une fin en soi. Elle est même déconseillée par la Cour des comptes. En y ayant eu recours plus vite, nous aurions pu traiter la question d'un équipement culturel polyvalent sur le site Péry différemment. C'est la proposition de l'équipe Vitaly Zeller pour le projet du mandat 2020-2026 qui avait pu être présent. Ainsi donc, dans un contexte incertain, l'ERS voit ses marges de manœuvre se rétrécir. Ce n'est ni une honte, ni une incompétence, mais le lot de bon nombre de collectivités. Tâchons d'être rigoureux pour préserver nos marges de travail, exploitons ces dernières pour adapter la réponse aux nouveaux besoins et pour ajuster les déséquilibres de l'offre locale. Questionnons-nous enfin nos habitudes et a priori pour envisager de nouvelles solutions. Merci, monsieur. Merci, monsieur Johnston. D'autres Monsieur Novak. Voilà, c'est rouge. Oui, il est cool. Pour ce qui est de notre intervention au niveau de Vivre à l'ERS, nous n'allons pas refaire, je dirais, le rapport d'orientation budgétaire. Ce que nous avons quelques petites remarques à vous faire. Nous aurions aimé, en fait, avoir, dans le contexte économique, il serait bon d'adopter une autre présentation, à savoir la situation internationale et nationale, la loi de finances pour 2022 et le contexte local. Nos remarques, les recettes de fonctionnement diminuent comme on l'a pu le voir, de 0,6%. Les dépenses augmentent de plus de 2,11%. On n'observe aucune évolution des dépenses en 2023 et 2024. Les arbitrages devraient aboutir à une stabilisation des dépenses à financer. Alors vous proposez bien sûr par la suite un emprunt de 4 200 000 euros en 2024. Pourquoi ne pas envisager un emprunt annuel récurrent de 1,5 million afin de calibrer en fonction des besoins, de manière à stabiliser notamment l'encours de la dette. Comme nous l'avons déjà dit en fonction du rapport d'orientation budgétaire, nous avons souhaité par la suite d'avoir un bilan social de la ville et du CCAS, que nous n'avons toujours pas, puisque je crois que le précédent remonte à plus de 2 ans. Enfin, pour ce qui est des projets, nous n'en parlerons pas, puisque ce sont vos orientations qui ne correspondent pas aux besoins de la population actuellement. Donc vous déroulez tout simplement votre programme.
Nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est d'avoir peut-être une présentation différente de votre robe. C'est plein de chiffres, mais peut-être avec des graphiques, avec, je dirais, des lignes claires, des axes d'orientation de votre politique municipale. Ça aurait été intéressant qu'on ait tout ça. Voilà. Merci. Ok, alors, il n'y a pas d'autres remarques, pas d'autres questions. Alors, je vais juste, encore une fois, on est dans un échange. Pardon, excusez-moi. Sur ce qu'a dit M. Johnston, il y a certaines phrases que je prendrais bien volontiers à notre pur crédit. Je vous affirme une chose, c'est que ni moi, ni les services qui sont autour de moi, ni les élus qui sont autour de moi, je parle des adjoints et adjointes en l'occurrence, n'avons changé notre fusil d'épaule et qu'on a toujours la même rigueur, la même volonté de maintenir au plus près nos dépenses, qu'elles soient en masse salariale ou qu'elles soient en frais de fonctionnement divers et variés. On n'a pas changé notre philosophie sur le sujet. Le mot rigueur reste toujours d'actualité et plus que jamais dans la mairie de Lers. Je rebondirai juste sur deux informations, deux sujets. Quand vous dites la liste des ventes est longue, ne me faites pas ce procès-là, mais qu'on nous avons tous déjà souvent entendu sur les bijoux de famille. Je ne vois pas l'intérêt de conserver des logements. Je parle d'une maison en centre-ville, par exemple. Je parle de sujets où, effectivement, à part y refaire un autre logement quasiment unique, ou en tout cas très peu dimensionné, n'a d'intérêt pour la commune. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il est en toute logique, à partir du moment où on regroupe certaines activités, qu'on se débarrasse de sujets d'équipements qui n'auront pas d'avenir. Vous remarquerez que, par exemple, je ferai juste un focus arrière sur quelque chose que nous repoussons systématiquement parce qu'on attend des meilleures idées ou des idées plus concrètes et d'avoir un peu le temps de se poser sur le sujet. Je parle notamment de l'espace qui est derrière le moulin, que vous savez, nous portons depuis quelques années, qu'on repousse systématiquement parce que on se pose réellement la question de savoir quel est l'intérêt stratégique de conserver ou pas cette surface-là. Donc très clairement, en tant que la question reste en suspens, on y réfléchit, on repousse systématiquement ce chiffre plus loin. Mais par contre, en ce qui concerne certaines surfaces qui vont se libérer suite à la fois la création de l'espace culturel et de l'espace associatif, forcément, je pense qu'il est en bon père de famille, je vais me permettre de prendre l'expression, il est normal de ne pas conserver ces espaces-là puisqu'ils ne présenteront pas à court, moyen ou long terme d'intérêt pour la ville. Et juste une chose, vous avez dit la dette nulle n'est pas une fin en soi, je partage complètement. C'est juste une remarque, encore une fois, je vais utiliser le mot factuel. Nous arrivons à la fin de notre emprunt, point, nous le signalons. Effectivement, notre but n'est pas de rester sur nos ergots en disant pas d'emprunt. Nous ferons un emprunt quand ce sera nécessaire, encore une fois. Bien évidemment, nous aurons recours à un emprunt. Bien évidemment, on le calibrera très précisément, pas forcément à 4,2 millions, mais très certainement à une valeur inférieure, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, il me paraît prématuré de vouloir mettre 1,5 million cette année, 1,5 million l'année prochaine. Mais enfin, objectivement, quel est l'intérêt à court terme d'aller chercher cet argent? Monsieur Novak, je reste convaincu du contraire. Enfin, pardon, j'étais en train de répondre à Monsieur Johnston. Donc, en ce qui concerne... Oui, ben allez-y, on reste sur notre échange. Je reprends l'exemple du moulin que vous avez cité. C'est un vieux sujet, pour le coup, qu'on a déjà évoqué en commission. Vitaly Zellers, par ma voix et par la voix de M. Bourgois, a déjà eu, à l'occasion d'un tour de table qui avait été fait dans cette commission, l'occasion de dire que la vente totale de la parcelle n'était en soi pas une bonne idée de notre point de vue. On ne généralise pas, on ne va pas tomber dans les propos qu'on a entendus tout à l'heure. Et que nous préférions, dans ce cadre-là, partir sur une vente parcellaire de la parcelle, sans faire de mauvais jeu de mots,
en gardant la partie la plus proche, et notamment celle du bâtiment, même si c'est pour le raser parce qu'il est en mauvais état, même si c'est pour en faire autre chose, parce qu'on entend parfaitement qu'on peut pas faire de diamant dans un galet de la baie de Somme. Ça, on l'entend parfaitement. Mais stratégiquement, à long terme, et je pense que c'est le fond de votre interrogation, parce qu'effectivement, c'est un projet qui était là depuis plusieurs années, qui à chaque fois recule. Sur ce type de vente stratégique, c'est parfaitement le terme de ce que j'ai voulu présenter, on ne pourra pas suivre chacun des projets. Mais je vous l'accorde, cette question-là doit être regardée au cas par cas. Et comme elles seront forcément présentées au conseil municipal, nous aurons l'occasion d'y revenir. Deuxième point concernant l'emprunt, que faire avec un emprunt plus tôt? Je l'ai dit, on aurait traité, nous, différemment la question de l'espace culturel. Ok, alors juste en réponse à votre réponse, et après on en restera là si vous le voulez bien, voyez qu'on écoute quand même ce qui est dit en commission. La meilleure preuve, c'est qu'effectivement, cette surface, on est en réflexion complète, y compris à peut-être le conserver dans sa globalité. Encore une fois, le sujet est posé sur la table, on y réfléchira. Encore une fois, on ne se précipite pas. C'est pour ça qu'on le repousse systématiquement. On verra bien, encore une fois. Son positionnement, sa surface nous amène à réfléchir, donc on écoute. Alors qu'il y a d'autres surfaces, je vais prendre l'exemple du 22 de Gaulle, donc de la maison où se trouvent certaines associations. Je vois pas trop ce qu'on peut en faire d'autre qu'une maison. Alors certes, on y a accueilli les associations et c'est tant mieux et c'est très bien comme ça. Mais la finalité, même si on déconstruit ça, je vois pas trop ce qu'on peut faire sur cet espace-là d'intéressant, encore une fois, pour la ville. Voilà, donc en ce qui concerne les échanges par rapport à vos remarques, Monsieur Johnson. Alors, Monsieur Novak, j'avais embrayé un petit peu trop vite sur votre emprunt d'1,5 million par an. J'entends, mais j'estime que je ne comprends pas l'intérêt de vivre à crédit. Voilà, on me reproche peut-être trop souvent de gérer un bon père de famille. Je pense qu'aller chercher de l'argent, c'est important, je l'ai dit. Pour moi, c'est pas, je fais pas une fixation sur pas d'emprunt. Je dis un emprunt, oui, mais quand c'est nécessaire. Et c'est bien pour ça qu'on l'affiche, qu'on l'écrit clairement. Quand on en aura le besoin, on ira bien sûr recours à l'emprunt, sans aucun problème. Je n'ai pas de blocage là-dessus. Mais aller chercher 1,5 million par an maintenant, sincèrement, je n'en vois pas l'intérêt. Alors ensuite, c'est ce que j'ai noté d'important sur ce que vous m'avez dit, auquel je voulais réagir. D'autres remarques, Monsieur Novak? Ok. Et si, oui, j'avais oublié sur la façon de rédiger. Vous dites trop de chiffres. Je vois pas comment on peut faire un ROB sans y mettre beaucoup de chiffres. Et c'est vrai que par contre, vous avez raison, c'est qu'on en met un peu plus, parce que justement, on a augmenté la capacité à pouvoir comparer sur les années antérieures. Donc on l'a augmenté. Donc je suis désolé de vous dire, non. On met plus de chiffres. Je vais finir. Oui. On met plus de chiffres et c'est fait à bon escient justement pour qu'on puisse se positionner, regarder des tableaux dans leur globalité. Donc je vous contredis, on met plus de chiffres, mais je pense que pour la compréhension de tout le monde, quand on regarde les tableaux, j'espère que vous êtes bien penchés dessus. C'est quand même plus intéressant d'avoir un spectre large pour regarder ce qui se passe, d'autant plus qu'on vient de traverser des années qui sont par définition particulières. On y est encore dedans. Oui, mais entre guillemets. Donc c'est pour ça que on est très content d'avoir des chiffres, Monsieur le maire. C'est pas ça qu'on vous demande, qu'on vous dit. J'avais mal compris. Non, on est très content. C'est surtout que c'est grâce un petit peu, à notre demande qu'on a augmenté en fait les tableaux de présentation, notamment sur le mandat. C'était les choses qui manquaient l'an dernier, par exemple. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'a dit aussi Mathieu Johnson à ce sujet. Donc voilà. Donc faut aussi rendre à César ce qui est à César, quoi. Je veux dire, nous avons aussi incité à ce que ces chiffres apparaissent sur le mandat. Et c'est important, c'est un rapport d'orientation budgétaire. Donc nous, on veut savoir quelles sont les orientations, les besoins de la population, et puis surtout ce que vous allez faire sur le mandat. Donc c'est bien, nous sommes contents. Allez voir aussi, je vous l'incite, notamment d'aller voir par exemple les robes des villes. Je l'ai cité encore l'an dernier, de M par exemple. J'y suis allé sur un naturel curieux. Je suis allé encore voir sur Internet leur rapport d'orientation budgétaire. Il est très très bien fait. On voit bien les orientations, on voit bien les axes. Pareil pour Gravelines, pareil pour l'Isle-et-la-Noix. Je veux dire, c'est très clair. Donc, on vous incite à aller dans ce chemin-là. C'est tout ce qu'on voulait dire. Voilà. J'entends vos incitations. Donc, si je vais rendre à César ce qui est à César, je ne sais pas qui est César dans cette salle. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est Monsieur Johnston? Ou est-ce que nos services aussi avancent et travaillent? Oui, mais voilà. Voilà.
Donc, on va faire un statu quo sur les Césars présents dans cette salle. On n'est pas la distribution des Césars, mais on va en rester là. Plus d'autres Très bien. remarques, plus d'autres commentaires? Voilà en ce qui concerne l'Europe. Alors, ah, je me suis un peu éparpillé. Vous avez raison, il y a trop de pages. Sujet suivant. Composition, modification de la délibération numéro 20-27 du 18 juin 2020, désignation de Bernard Coster, donc au sein des 2e, 4e, 8e et 11e commissions. Donc, comme vous le savez, Madame Vandenest, démissionnaire, on en a parlé en début de ce conseil, démissionnaire de ses fonctions de conseillère municipale, avait été désignée par l'Assemblée représentante de la ville au sein du conseil du groupe scolaire du Buisson. Ah, j'ai pas la bonne. C'est tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bon. Donc, je reviens sur le fait que Monsieur Coster, c'est toujours lui, c'est toujours Madame Vandenest, c'est toujours elle. Elle était présente donc en commission, en 2e commission, qui est donc l'action sociale, solidarité, logements sociaux et d'urgence, gestion des établissements hébergeant des personnes âgées et handicap. Au sein de la 4e commission, art, culture, vie associative, citoyenneté et vie locale. De la 8e commission, l'enfant dans la ville, la petite enfance, la vie scolaire, le pôle restauration junior et la jeunesse. Et là, enfin, la 11e commission, grands projets et travaux, gestion du patrimoine immobilier, des droits des sols et communication. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose, comme le permet l'article L21-21 du Code général des collectivités territoriales, de ne pas procéder à ces désignations au scrutin secret, mais à main levée. Êtes-vous d'accord pour voter à main levée? Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Donc, nous pouvons voter à main levée la désignation donc de Monsieur Bernard Coster en 2e, 4e, 8e et 11e commission. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ah, pardon. Monsieur Johnston. J'avais demandé, mais bon. Ah, non. Ah, Sauf erreur de ma part, on n'est pas bon. dont acte. Mais je ne vous en tiendrai pas rigueur. Alors, Dont acte aussi. bon, je voulais simplement souhaiter la bienvenue à Bernard Coster, qui est bien connu dans la ville de Lers par son engagement de longue date associative. Il va entrer dans les commissions de la vie associative et de l'enfance, et gageons que son expérience sera utile à la commission et qu'il pourra y faire un travail constructif. À ce propos, les commissions, je saisis l'opportunité que les commissions soient évoquées pour faire un petit focus qui, pour le coup, n'a pas grand-chose à voir avec Bernard, mais je saisis cette opportunité. De parler des commissions, j'avais fin d'année en conseil municipal, lors de la fin d'année 2021, attiré l'attention du conseil municipal lors d'une question orale, sur l'importance de retravailler le règlement des commissions municipales, justement pour y accomplir un travail constructif. Vous aviez alors répondu que c'est un travail qui serait fait et qui serait précisé. Je reviens là-dessus parce que je suis étonné de découvrir sur les réseaux sociaux lors du mois précédent des documents saisis par des téléphones portables qui sont relayés par des Lersois sur les réseaux sociaux, qui sont pour moi des documents de travail du conseil municipal. J'ai un exemple très précis à vous donner si vous le souhaitez. J'ai découvert sur les réseaux sociaux, à mon grand étonnement, les images du centre culturel. Je vous en tiens par rigueur, c'est pas ce procès-là que je fais, on l'a déjà fait. Relayés par des Lersois, communiqués par des élus du conseil municipal sur des photos prises en commission. Alors, je trouve ça étonnant, de mon point de vue, et relativement paradoxal. Relativement paradoxal, et je vais vous expliquer pourquoi. On ne peut pas demander à la majorité un travail constructif en commission, très clairement, c'est-à-dire donner des éléments pour qu'on puisse réfléchir dessus, travailler, les faire progresser avant de les présenter aux Lersois et avancer dessus. Demander ça, ne pas l'obtenir, le regretter, pour que, en contrepartie, dès lors que le moindre document soit présenté, j'ai un exemple encore plus récent, nous avons évoqué la semaine dernière en commission travaux, pas très nombreux, le fait d'une vente d'une industrie qui datait du jour même. Cette notion-là,
donnée en commission sur un temps de travail et reprise en réunion publique par un élu du conseil municipal. À quel titre? Et donc je reviens, mon paradoxe, mon étonnement là-dessus, et qui est pour moi une conséquence de réflexion très simple. On ne peut pas en même temps demander d'une part de la construction de la part d'une majorité, c'est-à-dire qu'on donne des documents en commission pour y travailler au sein du conseil municipal, et en même temps, dès qu'on a la moindre chose, la publier sur les réseaux sociaux ou alors à la communiquer à des Lersois pour un intérêt particulier. Je trouve ça choquant, pour le dire tel que c'est, et je trouve ça complètement, pour le coup, contre-productif, et pour employer un terme bien connu, contre-constructif. Et donc je souhaite qu'on puisse mener ce travail, notamment pour éclaircir cette question. Qu'est-ce que je peux ou pas, en tant que membre d'une commission, publier? Et je pense que ça servira pour revenir à l'origine. À Monsieur Coster, je vous remercie. Je ne ferai aucun commentaire supplémentaire. Tous ces mots auraient bien été dans ma bouche. Vous imaginez bien, je pense qu'aucun conseiller ou adjoint du GLAM ne se sent concerné, et j'entends votre remarque, d'autant plus que pour aller au bout de votre réflexion, ça n'avait pas été vu en commission, mais lors d'un jury, dans lequel j'ai bien précisé qu'on devait garder la confidentialité, qu'on était tenu de le faire, que c'était une obligation, que ça n'a pas été respecté. Je suis bien d'accord, et souvenez-vous, je l'ai dit moi-même au dernier conseil municipal, et que là, on réitère effectivement, comme vous l'avez dit, en commission d'il y a une dizaine de jours, sur un sujet. Je répète, je ne fais que abonder sur ce que vous avez dit, Monsieur Johnston, et je vous sais gré de l'avoir dit comme étant un des groupes d'opposition, mais d'avoir là un esprit constructif et cohérent, parce qu'effectivement, comment voulez-vous qu'on continue à donner des informations aussi structurantes et aussi importantes pour en discuter en commission, si on sait que de facto, 3 minutes montre en main après, c'est parti dans tous les sens. Encore une fois, je pense que nous devons l'information dans sa globalité à la population, mais il y a des moments pour le faire et il y a des moments pour ne pas encore le faire. Et on est directement sur ces deux cas de figure que vous venez d'évoquer, dans cette problématique-là, où c'est pas le bon moment pour communiquer. Et ça, Dieu sait si là aussi, vous étiez présent à la commission la fois dernière, je l'ai bien demandé, de rester discret sur le sujet. Et encore une fois, ça n'a pas été respecté. Je vais dire en conclusion qu'il y a des gens qui ne vivent que par les réseaux. C'est un peu facile, c'est même très facile, qui instrumentalisent les réseaux pour les utiliser, et encore, je pourrais être encore plus... Mais je ne vais pas le faire maintenant, c'est pas le lieu, c'est pas l'heure, mais là, encore une fois, on utilise les réseaux et les gens d'une façon... Allez, on va s'arrêter là. Merci de votre commentaire. Je ne sais plus si j'ai fait le vote. Non? Oui? Oui? Si. Donc... Oui, oui. Alors, délibération suivante, dotation de soutien à l'investissement local 2022, le DSIL, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure dans l'Europe. Cette année encore, la ville de Lers entend solliciter la préfecture du Nord dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local. Pour cela, il convient de respecter certaines conditions, à savoir présenter une opération d'investissement qui relève de façon impérative et exclusive des thématiques de cette dotation, qui sont fixées par règlement et qui sont reprises dans la délibération, rénovation thermique, mise aux normes et sécurisation des équipements publics, etc. Présenter une opération n'ayant pas connu de commencement d'exécution avant la date d'accusé de réception de la demande par la préfecture. Présenter un nombre restreint de projets ayant un intérêt significatif. Par expérience, le nombre de projets retenus par commune n'excède jamais 2 dossiers. Présenter un plan de financement conformément aux règles en cours, notamment ne pas solliciter plus de 80% d'aide publique pour un même projet. Au vu de ce qui précède, il est proposé de solliciter la DSIL, donc la dotation, pour les projets suivants appartenant à la thématique rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies renouvelables.
pour la fourniture et la pose d'une chaudière à condensation en remplacement de l'ancienne chaudière fioul pour la salle Kharkov. Pardon. Estimation 40 000 et quelques poussières d'euros hors taxe. Et l'installation de bornes de recharge et d'ombrières photovoltaïques sur le parking de l'hôtel de ville. Estimation à ce jour à 70 000 euros hors taxe environ. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Alors moi, j'en ferai une sur la chaudière fioul. Il faut savoir que c'est notre dernière chaudière fioul qu'on va remplacer là. Enfin, plus exactement, il en restera une, mais qui est au 22 de Gaulle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le 22 de Gaulle, on n'a pas vocation à le conserver. On la vendra avec sa jolie chaudière au fioul. Et ce sera une bonne nouvelle pour nous. Voilà. Pas d'autres questions, pas d'autres commentaires. Donc je mets au vote cette dotation de soutien à l'investissement local 2022, le DSIL, pour ces deux sujets que je viens d'évoquer. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Civu Val-de-Marque, dématérialisation des procédures, convention. Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être en mesure de recevoir tout dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme par voie électronique. La mise en place du guichet numérique des autorisations d'urbanisme, qu'on appelle du joli nom de GNO, guichet numérique des autorisations d'urbanisme, constitue la réponse aux évolutions imposées par la loi. Comme vous le savez, la ville de Lers fait instruire ses dossiers d'autorisation du droit des sols par le Civu Val-de-Marque depuis 2016. Aussi, il convient de signer une convention de dématérialisation des procédures avec ce syndicat intercommunal. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas de remarques? Je mets au vote donc cette délibération sur le syndicat intercommunal Val-de-Marque, dématérialisation des procédures et conventions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Sujet suivant, ressources humaines, comité social territorial, donc le CST, commun entre la commune et le Centre communal d'action sociale, donc notre CCAS, formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions du travail, commune entre la commune et le CCAS, la création et le fonctionnement. En décembre 2022 auront lieu les élections professionnelles qui permettront d'élire les futurs représentants du personnel au sein des instances de dialogue social. Jusqu'à présent, celles relatives à l'organisation générale de la collectivité, au fonctionnement des services, aux conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, étaient le comité technique, qu'on appelle donc le CT, et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du joli nom de CHSCT. La loi d'août 2019 réforme ces instances qui deviendront en 2023 le comité social territorial, le CST, et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elles sont composées de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Il est possible pour les collectivités et les établissements publics qui leur sont rattachés de décider par délibération de créer des instances communes. Il apparaît judicieux de prendre une telle délibération au sein de notre collectivité pour créer un seul et unique CST et une seule et unique formation spécialisée qui seront communs à la ville et au CCAS. Il appartient également au conseil municipal de se prononcer sur la composition de ces instances. Ainsi, compte tenu des effectifs de la ville et du CCAS, il est possible de fixer un nombre de représentants titulaires du personnel compris entre 4 et 6. Il est à noter qu'il y a nécessairement le même nombre de représentants suppléants. À Lers, depuis de nombreuses années, le collège des représentants du personnel est composé de 4 titulaires et 4 suppléants, et cela fonctionne très bien comme ça. Il est donc proposé de maintenir cette composition. Enfin, le conseil municipal doit se prononcer sur le fonctionnement de ces instances, et notamment sur l'utilité du paritarisme entre le collège des représentants du personnel et celui représentant l'administration, ainsi que sur le recueil de l'avis de ces derniers. Il est proposé aux membres du conseil de conserver le paritarisme. Il y aura donc 4 représentants titulaires de l'administration et 4 suppléants, ainsi que le recueil de leurs votes lors de la consultation des instances de dialogue social. Je rappelle pour mémoire qu'il appartient au maire de désigner par arrêté les représentants de l'administration parmi les élus et les agents de la collectivité. Voilà. Pardon. Décidément. Y a-t-il des questions, des remarques? Pas de questions? Pas de remarques?
Je mets au vote donc cette délibération concernant ce comité central territorial commun entre la commune et le CCAS. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Personnel communal, actualisation du tableau des effectifs, création de postes. Alors, le conseil municipal, vous le savez, est seul compétent pour créer les emplois de la collectivité. Il est aujourd'hui nécessaire de créer 3 postes afin de répondre aux évolutions au sein de la collectivité. Le poste d'attaché territorial, qui correspond au poste de responsable animation, communication et culture. Un poste de psychologue territorial à 5 heures semaine pour répondre à l'élargissement des créneaux d'ouverture du lieu d'accueil enfants-parents du LAP, qui est donc aussi au CPE, et d'un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe, discipline violon, à 8 heures semaine. Y a-t-il des questions? Des remarques? Pas de questions, pas de remarques sur ce sujet. Donc, ressources humaines, personnel communal, actualisation du tableau des effectifs, création de postes, comme je viens de les citer. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Avenant de transfert partiel du lot 1 au lot 2 à compter du 1er mars prochain. Autorisation de signature. Depuis le 1er mai 2019, les lots 1, viande et charcuterie fraîche, et 2, et lot 2, tout poisson et produits surgelés ou congelés, sont attribués respectivement aux sociétés Cisco France, Davigel à l'Homme, et Cisco France Break de Bondoufle. Depuis le premier confinement de 2020, la ville a connu plusieurs périodes avec des soucis d'approvisionnement en viande et charcuterie fraîche. Comme il ne peut y avoir rupture de prestation de service, la ville a été contrainte d'acheter des viandes et charcuteries surgelées chez Cisco Break ou des viandes biologiques auprès de la SAS Agriviande. Le groupe Cisco propose, à compter du 1er mars prochain, un avenant de transfert total du lot 1 vers le lot 2. Or, le pôle junior n'effectuera qu'une partie des achats de viande et charcuterie fraîche chez Cisco Break, donc qui est titulaire du lot 2, pour un montant maximum de 15 000 €. La commission d'appel d'offres de la ville, qui s'est réunie le 20 janvier dernier, a émis un avis favorable à ce projet d'avenant relatif à un lot formalisé. Il vous est donc proposé d'autoriser la signature de cet avenant de transfert total du lot 1 vers le lot 2. On est dans des délibérations très techniques, mais ça doit se faire. Pas de questions? Pas de commentaires? Non, je mets au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, on reste dans des délibérations techniques. Avenant positif de 50% pour le lot 11 des viandes biologiques pour 2022. Depuis le 1er mai 2019, dont on vient de parler, le lot 11 viande biologique d'un marché public de fourniture a été attribué à la SAS Agriviande située à Avesnes-sur-Helpe. Suite aux soucis d'approvisionnement constatés avec le groupe Cisco France Davigel, titulaire du lot 1, la ville souhaite transférer une partie des achats de viande et charcuterie fraîche vers le lot viande biologique. Cette décision entraînera une hausse à titre exceptionnel pour 2022 du montant maximum annuel du lot 11 de 16 000 € à 24 000 €. Ce pourcentage de hausse de 50% pour les viandes biologiques est cohérent aussi avec les nouvelles obligations de la loi Egalim au 1er janvier 2022, soit 50% de produits durables, dont 20% de produits biologiques. L'avis de la commission d'appel d'offres de la ville réunie, je vous l'ai dit tout à l'heure, le 20 janvier dernier, n'était pas obligatoire pour souscrire cet avenant. Toutefois, ce sujet a été évoqué lors de la réunion organisée pour d'autres modifications obligatoires, celles dont je viens de parler, concernant la procédure de mise en concurrence initiale. La commission d'appel d'offres a émis un avis favorable à ce projet d'avenant de plus 50%. Il vous est donc proposé d'autoriser la signature de cet avenant de 50% de la valeur de ce lot 11, en vous ayant expliqué pourquoi ça correspondait à un transfert. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas de remarques? Je mets au vote cette délibération d'avenant positif de 50% pour le lot 11 des viandes biologiques pour 2022. Autorisation de signature. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie.
Marché public. Avenant négatif de 187 mètres carrés pour le lot dommages aux biens pour 2022. Autorisation de signature. Depuis le 1er janvier 2022, le lot 2, dommages aux biens, a été attribué à la Maïf, après une mise en concurrence via une procédure formalisée, qu'on appelle un appel d'offres ouvert, avec une surface de 39 560 mètres carrés pour la ville. Pardon. Une erreur marginale de calcul a été réalisée. Il s'avère que la surface totale des bâtiments appartenant à la ville n'est pas de 39 560 mètres carrés, mais 39 373 mètres carrés. Un avenant de moins 56,10 € hors taxe doit en conséquence être conclu entre la Maïf et la ville. L'avis de la commission d'appel d'offres de la ville n'est pas requis puisque l'incidence financière de l'avenant, même s'il est négatif, par rapport à l'ensemble de la procédure, est inférieure à 5%. Il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser la signature de cet avenant de 0, pour les puristes de 0,04%. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas de commentaires? Allez, pour les 187 mètres carrés, donc de cet avenant négatif pour le lot 2, dommages aux biens pour 2022, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. On continue dans les marchés publics, avenant de réduction de la période au 28 février 2022 pour le lot 1 du marché des denrées. Depuis le premier confinement de 2020, la ville a connu à plusieurs reprises des soucis d'approvisionnement en viande et charcuterie fraîche. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Le groupe Sysco a proposé un avenant de transfert total du lot 1, viande et charcuterie fraîche, vers le lot 2, tout poisson et produits surgelés ou congelés, à compter du 1er mars, pour un montant maximum de 15 000 €. A été proposé un deuxième avenant de transfert partiel du lot 1, dont le titulaire est Sysco d'Avigel, vers le lot 11, dont le titulaire est Acriviande, dont on vient de parler, à hauteur de plus de 8 000 € pour 2022. La commission d'appel d'offres de la ville, tenue le 20 janvier dernier, a émis un avis favorable à ces deux projets d'avenant. Au vu de ces deux avenants des transferts ci-dessus, le nouveau montant résiduel maximum du lot 1 pour 2022 s'élève donc à 12 000 €. Il est donc proposé la conclusion d'un avenant de réduction de la période au 28 février 2022 pour le lot 1 pour mettre fin à nos engagements avec Sysco d'Avigel. Fin de l'histoire. Il n'y a pas plus de questions, pas plus de commentaires. Très bien. Donc, je mets au vote cette délibération d'avenant de réduction de la période au 28 février pour le lot 1 du marché des denrées. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Je vais donner la parole maintenant à M. Deschamps pour un sujet beaucoup plus important. Vous savez que je suis le spécialiste. Le conseil d'administration du CCAS, lors de sa séance du 13 janvier 2022, a exprimé le souhait de faire don à titre gratuit à la ville d'une voiture de type AX-KW et de marque Citroën, considérant que ce véhicule ne lui était plus d'aucune utilité. Je précise que ce véhicule acquis en 1989, 33 ans, pour la somme de 7 274 €, ce qui devait faire 47 714 francs, est totalement amorti, vu son âge, et que sa valeur actuelle est estimée à 1 000 €, 6 563. Aussi, il vous est proposé d'accepter le don gratuit de cette voiture qui sera destinée au service technique de la ville. Avant que Monsieur le maire procède au vote, qui j'espère sera favorable, je tiens, au nom du conseil municipal, à remercier le généreux donateur, en l'occurrence le Centre communal d'action sociale, et je me plais à rappeler que ce don compense assez largement celui d'un bain-marie effectué par la ville au profit du CCAS. Alors, j'oserais pas monter dedans. Alors, bien évidemment, ça peut paraître un peu curieux. Simplement, sachez pourquoi on retransfère, parce que là aussi, on est obligé de le faire comme ça. On retransfère ce véhicule à la ville, parce que la ville aura la capacité d'acheter d'autres véhicules, bien sûr,
et que comme tout vieille, allez, on va se permettre l'expression, vieille brouette, hein, je pense qu'on peut pas estimer ça, elle conserve une valeur résiduelle de reprise pour racheter un autre véhicule, alors qu'au CCAS, on n'en a pas le besoin. C'est pour ça qu'on fait ce transfert-là. Donc merci, monsieur le vice-président du CCAS, de nous faire ce don qui sera bien utile à la ville pour négocier un futur achat de véhicule dont on pourra déduire cette reprise, même si elle est symbolique, et ce sera pour la mettre au concassage, même si, voilà, c'est pour ce faire. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce sujet? Pas de questions, pas de remarques. Donc, merci de l'avoir présenté, monsieur Deschamps. Donc, l'acceptation, je vous demande votre vote pour l'acceptation de ce don d'un véhicule du Centre communal d'action sociale pour la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Alors, après avoir donné la parole à monsieur Deschamps, je vais donner maintenant la parole à monsieur Furnari. Merci, monsieur le maire. Alors, voyage à Cassis au printemps 2022. Donc, un séjour est organisé depuis plusieurs décennies lors des vacances de printemps à Cassis, dans le parc national des Calanques. Depuis 2013, la Maison des Jeunes y est associée et depuis 2019, les participants doivent en être adhérents afin d'assurer une continuité éducative avec les activités organisées durant l'année. Ce séjour, activité voile incluse, est particulièrement attractif par rapport à d'autres séjours de bord de mer, car il est en régime municipal. Le déplacement se fait en TGV. Les éditions 2020 et 2021 n'ayant pas eu lieu en raison de la crise sanitaire, ce séjour est à nouveau proposé cette année selon les modalités que les années précédentes, à savoir un tarif modulé suivant le constat familial et une aide sollicitée auprès de la CAF suite à la signature de la convention AVE, aide aux vacances enfants, pour les familles pouvant en bénéficier. En conséquence, il vous est proposé d'approuver les modalités d'organisation et les tarifs de ce voyage à Cassis. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Johnston. Oui, merci. Très rapidement, parce que ça avait été évoqué au rapport d'orientation budgétaire, mais c'est pas reprécisé dans la délibération. Vu qu'on évoque une reconduction des tarifs, il n'y a pas d'augmentation du tarif qui est présenté là. Ça répond à la question? C'est bon? Ok. Ok, pas d'autres remarques? Pas d'autres questions? Bien, je mets au vote cette délibération sur le voyage à Cassis, et je pense que tout le monde croise les doigts pour qu'on puisse le faire. On est parti pour. Et donc, ces modalités d'organisation et tarifs. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Monsieur Furnari, vous conservez la parole? Oui. Conseil d'école. Désignation d'un nouveau représentant au sein du groupe scolaire du Buisson. Madame Vandenest, démissionnaire de ses fonctions de conseillère municipale, avait été désignée par l'Assemblée représentante de la ville au sein du conseil du groupe scolaire du Buisson. Monsieur Coster est candidat à cette représentation. Si vous en êtes d'accord, il est proposé, comme le permet l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, de ne pas procéder à cette désignation au scrutin secret, mais à main levée. On est tous d'accord pour à nouveau voter à main levée. Qui est pour voter à main levée? Merci de lever la main. Donc, on peut voter à main levée. Donc, pour la désignation de monsieur Bernard Coster comme nouveau représentant au sein du groupe scolaire du Buisson suite à la démission de madame Soisic Vandenest. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vous aviez une question? Ah d'accord. J'avais pas vu. C'est bon, le vote a été vu par tout le monde, c'est bon? C'est enregistré. Ok. Merci. Monsieur Furnari, je vous donne à nouveau la parole. Oui, alors, je voudrais annoncer ce soir au conseil municipal une très bonne nouvelle.
Nous avons reçu un courrier de M. Bessol, directeur académique de l'Éducation nationale. En fait, on a le plaisir de vous annoncer qu'on va ouvrir une classe à l'école Pauline Gargomard à partir de la rentrée 2022. Donc, une classe de maternelle. Voilà. Deuxième information, suite à une décision, enfin une annonce qui a été prise aussi au mois de décembre au conseil municipal, les 6 capteurs qui ont été commandés pour les écoles ont été distribués lundi 21 février. Donc 6 capteurs ont été distribués dans les 3 groupes scolaires. Voilà. Donc voilà, merci Monsieur Furnari. Donc effectivement, je pense que la création d'une classe supplémentaire, c'est une bonne nouvelle. Combien de fois on a essayé de se bagarrer pour éviter la fermeture? On est là à une création, c'est une super nouvelle. Donc tant mieux, ça prouve aussi que le travail de fond paye, comme le disait tout à l'heure Monsieur Johnston, et je vais juste rebondir là-dessus. Le logement, ça n'a pas que des inconvénients. Ça aussi, quelques avantages. Vous en avez parlé tout à l'heure, et je ne reviendrai pas sur ce sujet-là, mais je compléterai par la bonne nouvelle d'avoir un peu plus d'enfants dans nos écoles. Pour moi, c'est qu'une bonne nouvelle. Et effectivement, les capteurs, comme on s'y était engagé à le faire sur le premier semestre, ça a été fait. Dès ce lundi, les capteurs ont été distribués aux directeurs et directrices de nos 3 écoles. Alors, on attaque maintenant, si vous le voulez bien, les questions diverses. Ah ben oui, c'était écrit. Donc pendant ce temps-là, pendant les questions diverses, on va faire comme on a fait la fois dernière. On va passer vous voir pour vous signer les documents parce qu'on est toujours en train de courir après certains ou certaines. Pour être sûr de ne pas oublier de signature, c'est toujours compliqué. Donc on va continuer comme on l'a fait la fois dernière. Donc merci à Corinne de s'y coller et de faire ce travail. Et comme ça, on courra après personne. Alors, nous avons reçu au total 5 questions diverses. Donc, nous allons donner la parole à Vivre Alers pour la première question. Merci, Monsieur le maire. Donc, concernant la Poste, suite à nos questions posées sur ce sujet depuis septembre 2021, quels sont les résultats de vos discussions avec la direction régionale de la Poste concernant les horaires d'ouverture du bureau de l'ERS? Vous deviez rencontrer dernièrement le directeur régional, comme vous l'avez dit, et il devait avoir une décision finale, il semblerait, dixit les syndicats, le 22 février, décision finale des horaires définitifs de la Poste. Voilà, c'est ce que nous, on a comme information. Alors, je vous confirme que j'ai bien rencontré les représentantes de la Poste ce 15 février dernier. Un nouveau rendez-vous est également programmé, sachez-le, le 17 mars prochain. Lors de cette dernière rencontre, donc du 15 février, la Poste nous indiquait que de façon générale, les bureaux étaient réorganisés tous les 2 ans. Les chiffres de fréquentation actualisés ont été demandés, ainsi qu'un détail de la répartition dans la journée des flux. Nous avons reçu les statistiques il y a 2 jours. Les voici. Entre 2018 et 2019, il y a eu moins 16% d'activité. Entre 2019 et 2020, moins 14%. Entre 2020 et 2021, moins 11%. Ce qui amène en 2021 une fréquentation quotidienne moyenne de 82 personnes contre 171 en 2016. Je répète, ce sont les chiffres que me donne la Poste. Je n'émets pas de commentaires. Je donne les chiffres qui nous ont été transmis, je vous l'ai dit, il y a 2 jours. En termes d'opérations, celles-ci se décomposent de la façon suivante. 16% sont des opérations financières, 14% sont ce qu'ils appellent les instances, c'est-à-dire tout ce qui est recommandé, et 70% pour les courriers et surtout colis. L'activité donc principale des bureaux de poste aujourd'hui est l'envoi ou la réception de courriers et surtout de colis. Les bureaux de poste sont un symbole dans nos communes, un symbole d'un service public. Mais je dois vous le rappeler, la Poste n'est plus un service public, sauf pour l'activité du courrier des particuliers. La Poste est soumise à une rude concurrence et elle doit s'adapter. Cela étant dit, je vais continuer à me battre pour maintenir un bureau de poste à l'ERS. Mais je souhaite aussi me battre et me mobiliser pour assurer et proposer le maintien des services aux LERSois. Je préfère, comme vous le savez,
être pragmatique et travailler à la recherche de solutions concrètes et réelles pour les Lersois, plutôt que de m'accrocher à des symboles, malheureusement, qui n'existent déjà plus, et me battre contre des moulins à vent. C'est pourquoi nous travaillons avec la Poste pour maintenir le bureau de poste et proposer des solutions complémentaires aux Lersois pour répondre à leurs besoins. Je n'oublie personne, et notamment les seniors, pour qui ce service en centre-ville est essentiel. Répondre à leurs besoins, mais pas uniquement, est ma préoccupation quotidienne, à moi et à mon équipe. Je peux vous dire que dans les discussions actuelles avec la Poste, les Lersois pourraient même avoir un service meilleur que l'actuel. La Poste s'adapte aux réalités et propose des solutions différentes pour garder ses clients, car aujourd'hui, ce sont des clients qui peuvent aller à la concurrence. La Poste elle-même a tout intérêt à maintenir son activité. Mais les chiffres nous le prouvent, les pratiques ont changé. D'ailleurs, à mon tour, j'aimerais juste vous poser une question ici ce soir, chers collègues présents. Qui est allé récemment à la Poste? Très bien. Vous voyez, on est déjà sur un équilibre qui se crée là-dessus. Donc, voilà la réponse que je tenais à vous faire sur ce sujet-là. Donc, rendez-vous, puisque je suis clair et transparent, je vous avais informé, y compris la presse ici présente, de ce rendez-vous du 15 février. On a eu quelques éléments, on a eu des compléments d'éléments, je vous le répète, il y a 48 heures, on en attend plus. On rencontre à nouveau le 17 mars pour faire avancer le sujet. Voilà. Alors, question numéro 2, qui parle? Merci, monsieur le maire. Concernant les arbres, disposons-nous d'un recensement exhaustif des arbres remarquables sur le territoire lersois? Valorisons-nous ce patrimoine arboré? Sensibilisons-nous et communiquons-nous auprès du grand public? Localisons-nous, les arbres précisément pour mieux les protéger? Effectuons-nous des analyses sur leur environnement et leur aménagement? Si oui, nous aimerions avoir accès au rapport des professionnels. Sinon, que comptez-vous faire? Par ailleurs, qu'en est-il de la charte de l'arbre débutée en 2020, soit depuis près de 2 ans? Merci. Madame Roberts, vous m'interrogez sur notre politique de protection des arbres à l'ERS. Je vous réponds qu'une partie de la réponse se trouve dans le PADD, le plan d'aménagement et de développement durable que nous avons voté tous ensemble le 7 octobre dernier. Dans ce document qui inscrit les intentions de l'ERS pour le futur PLU3, le plan local d'urbanisme, nous avons écrit comme objectif, entre autres, et je cite, « Afin de sanctuariser leur vocation, un classement des jardins communaux en zone naturelle est envisagé. Le parc de la Butte a un zonage qui garantit sa vocation de poumon vert de la ville. Dans les futures zones à urbaniser, les outils adéquats au PLU devront permettre de répondre aux objectifs de biodiversité et de cadre de vie respectueux de l'environnement, espace vert, continuité écologique, circulation douce. » Tout ça, nous l'avons écrit, nous l'avons voté. Les objectifs environnementaux sont donc pour nous également une préoccupation forte, je vous rassure. De façon plus précise, nous sommes en train de travailler avec les services de l'AMEL sur la mise en place d'outils au PLU qui permettront de préserver certains arbres tels que l'inscription en SPA. Je parle des arbres, je ne parle pas des chiens. La SPA, c'est le secteur paysager ou arboré à préserver, des essences remarquables dans le PLU. Pour cela, les services municipaux vont engager un travail de recensement de ces arbres sur le domaine municipal à compter de 2023. Une démarche similaire va être faite aussi concernant les arbres qui appartiendraient à des propriétaires privés. Mais ceci n'a pu être fait dans le cadre de la procédure actuelle de révision du PLU, car les demandes exhaustives doivent être renvoyées à la MEL fin février. Or, nous ne pouvons concevoir de procéder à ces inscriptions sans concertation avec les propriétaires concernés. Les délais actuels ne permettaient pas cet échange, mais le travail sera entamé l'année prochaine. Concernant la charte de l'arbre, adoptée en 2020, mais est-ce bien nécessaire de vous le dire? Sauf erreur, parce que ce sujet a été abordé en 6e commission, dont vous faites partie, notamment le 17 mai, le 31 août et plus récemment le 3 décembre dernier, avec compte rendu d'ailleurs à l'ensemble des élus ici présents. Je vous donnerai juste 2 éléments d'explication au retard dans sa pleine mise en œuvre. La crise sanitaire qui a mobilisé les services et les élus sur beaucoup d'autres sujets, malheureusement,
et la vacance du poste de chargé de travaux espace vert. Le déploiement de la charte de l'arbre sera redémarré et mis en priorité lors de l'arrivée, très attendue, d'un agent sur ce poste. Enfin, j'en profite pour remercier les services, les agents de la mairie, qui ont œuvré vendredi, puisqu'on parle des arbres, vendredi jusque très tard et encore samedi pour mettre en sécurité le domaine public et assurer la sécurité des Lersois. Encore dimanche soir, il faut savoir qu'en prévision de vents violents, puisque vous savez que c'était plus Eunice mais Franklin, me semble-t-il, des équipes ont été mobilisées pour pouvoir intervenir au plus vite, aussi bien ici en mairie pour répondre au téléphone dimanche soir que sur le terrain pour pouvoir agir si nécessaire. Donc chapeau à toutes ces équipes qui se sont mobilisées, qui étaient présentes, qui n'étaient pas là pour faire des photos mais pour agir. Et encore maintenant, les services sont à l'œuvre pour gérer les conséquences de cette tempête, encore aujourd'hui. Je voudrais saluer l'implication et la réactivité de nos agents de la mairie dans cette période difficile. Et je voudrais juste faire un focus, puisque vous savez que c'est ce qu'on appelle aussi la théorie des emmerdements maximum, avec les arbres qui sont tombés, qu'il a fallu couper au parc des aviateurs. Nous avons eu le plaisir d'avoir un obus qui est remonté à la surface entre les racines d'un arbre. Voilà. C'est encore de ma faute, je n'avais pas prévu. Certainement. J'en suis désolé. En tout cas, donc il a été découvert un obus bouteille, c'est-à-dire de ce gabarit-là à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. C'est pas moi qui appelle ça, je sais que maintenant ça s'appelle un obus bouteille. Voilà. J'ai appris quelque chose encore aujourd'hui. Et que donc cet obus a été découvert hier après-midi, a été enlevé ce midi. Bien évidemment, comme quand il y a eu la problématique de l'arbre, on a mis les enfants du CPE en sécurité, à la fois quand il y avait le risque potentiel de la chute de l'arbre et ensuite la chute de l'arbre. Et bien sûr, pour cet épisode encore plus inattendu, d'obus présents dans les racines. Voilà. Troisième question. Oui, une question donc lors de la réunion publique, c'est sur l'espace musical. Lors de la réunion publique d'information de la semaine dernière sur l'espace musical de 3 millions d'euros, qui sera situé sur un espace vert de 1200 m² rue Franklin, vous avez indiqué que l'auditorium de 150 spectateurs ne sera pas utilisé pour des concerts, mais pour des auditions. Actuellement, les auditions ont lieu en salle du centre, soit à l'église, soit à la salle du centre, soit à l'église plutôt. L'équivalent de 250 spectateurs pour 80 élèves. Nous savons que les effectifs de l'école de musique ont doublé. Cela signifie donc que l'auditorium sera trop petit. C'est pour cela que nous demandons à nouveau l'arrêt de ce projet pour réfléchir à une solution plus pérenne, mieux située géographiquement et en adéquation avec les besoins actuels, mais surtout futurs en matière de culture. Confirmez-vous qu'il n'y aura pas de concert et qu'entendez-vous par concert? Alors, Monsieur Novak. Permettez-moi tout d'abord de rectifier un premier point. Il ne s'agit pas d'un espace musical, mais bien d'un espace culturel. Je ne vais pas refaire le débat que nous avons déjà eu à plusieurs reprises. Ceci étant dit, j'ai bien entendu le souhait de votre groupe minoritaire et sa mobilisation contre ce projet. Cependant, et je suis désolé de vous le rappeler, nous avons été élus par la majorité des Lersois et la construction de cet espace culturel était clairement annoncée. Il y a donc bien des Lersois qui sont favorables à ce projet, et ce n'est pas parce qu'on les entend moins qu'ils n'existent pas. Cependant, je ne nie pas que certains Lersois, et notamment les riverains bien sûr, peuvent être opposés à ce projet. Aucun projet ne recueille jamais 100% d'adhésion. Je comprends parfaitement que les personnes qui habitent à proximité de ce futur équipement soient à minima inquiets par cette construction. Je le comprends parfaitement. Et c'est pour cela que nous avons fait une réunion publique pour pouvoir les écouter et les rassurer. Malheureusement, je regrette que le dialogue soit difficile, pour ne pas dire impossible, et que seules les personnes opposées au projet viennent en réunion publique et que d'autres s'en servent aussi comme d'une tribune politique. Je rappelle en outre que ce terrain n'a jamais été aménagé comme un espace public, puisqu'il avait bien vocation à accueillir une construction. À nouveau, je cite le plus, mais au plus cette parcelle est bien constructible. La municipalité n'a donc pas caché ses intentions. Ces éléments préalables ayant été dits, je vais répondre à vos questions précisément. Ce projet a fait l'objet d'un travail qu'on appelle de programmation pour définir les besoins de cet équipement. Dans ce travail, l'hypothèse d'une augmentation de la fréquentation de l'école de musique a bien été reprise. Les locaux dédiés à l'école de musique et donc l'auditorium sont bien calibrés en ayant tenu compte d'une hausse des effectifs d'élèves.
Je vous rassure, on réfléchit aussi un peu de temps en temps. De même, cet équipement est complémentaire de ce qui existe dans la commune. Cela signifie que ni l'école de musique, ni l'harmonie ne seront demain cantonnés à cet unique espace culturel. Si d'autres lieux doivent être utilisés, ils le seront, et c'est tant mieux, parce que la culture est bien, pour moi, partout dans la ville. Concernant sa localisation, et contrairement à ce que vous affirmez, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Le site Péry n'est pas adapté et trop abîmé. Sa réhabilitation et sa transformation en site occupé, comme le disent les reconstructeurs, en équipement culturel aurait été bien plus coûteuse que la construction d'un équipement neuf, sans jamais obtenir la même fonctionnalité. Transformer une ancienne école et d'anciens logements en établissement recevant du public demande un investissement considérable au vu des normes actuelles. Je vous invite à vous renseigner sur la question dans les villes alentours ou auprès de n'importe quel professionnel. Les autres bâtiments municipaux seront confrontés à la même problématique. Par ailleurs, la municipalité dispose de 2 autres fonciers libres de construction. Un site à proximité de l'école du centre. Et je ne vois pas sincèrement en quoi cet emplacement serait meilleur puisqu'il est aussi proche de celui actuellement identifié, d'abord. Et nous aurions donc les mêmes reproches, proximité d'habitation et aussi, in fine, manque de stationnement par rapport aux activités déjà existantes. Ce serait simplement d'autres riverains. Et enfin, un espace vert remarquable au pied du moulin, mais on en a parlé tout à l'heure. Vous conviendrez comme moi, je l'espère, que ce site n'est pas envisageable. L'emplacement actuel, proche du centre-ville, avec des parkings à proximité, reste à notre sens un site adapté aux besoins de cet espace culturel. Et enfin, s'agissant des concerts, je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas de concerts. J'ai dit que ce n'est pas une salle de spectacle. Cet espace culturel et son auditorium pourront accueillir des concerts, mais ce sera de façon ponctuelle. Ce n'est pas la vocation principale de cet équipement, je l'ai déjà dit, et vous l'avez dit vous-même, les capacités d'accueil de l'auditorium sont faibles, à moins que vous auriez voulu qu'on fasse un auditorium beaucoup plus volumineux sur la place. Cela dit, je pense que beaucoup de l'Hersois apprécieront de pouvoir assister à des concerts autres que ceux existant dans la commune, dans ce bel auditorium. Enfin, vous me demandez ce que j'entends par concert. Je ne vous ferai pas l'injure de vous donner la définition du dictionnaire, car je ne vois pas quelles pourraient être les différentes significations du mot cancer. Alors, je passe maintenant aux questions du groupe Vitali Zellers. Celles-ci nous sont arrivées hors délai. Cependant, nous avons accepté leur validité et on va y répondre. Monsieur Johnson, vous savez que je suis factuel, encore une fois. L'heure d'arrivée du mail est un fait, mais ceci étant, on va y répondre. Alors, je vous laisse la parole. Comme ça? Oui, ça marche. Monsieur le maire, face à l'émoi de bon nombre de l'Hersois, je vous demandais le 7 février dernier, au nom des élus du groupe Vitali Zellers, de bien vouloir réunir le conseil municipal en session extraordinaire afin de débattre de l'implantation du projet d'entrepôt porté par la SCI Exeter, rue du Capitaine Picavet. En effet, monsieur le préfet vous invitait par courrier à lui remettre l'avis du conseil municipal. Je déplore votre refus, que chacun aura constaté, et me vois par conséquent contraint d'évoquer, hors de l'ordre du jour que vous avez déterminé pour ce conseil, les incohérences relevées dans le dossier d'enquête publique. Premièrement, sur le plan de masse, le promoteur situe sa parcelle le long du chemin rural numéro 10, dit chemin vert. Or, d'une part, ce chemin mitoyen avec la Belgique s'appelle rue du Gibraltar droite depuis plus d'un siècle et ne s'est jamais appelé chemin rural numéro 10, mais chemin rural numéro 16 au XIXe siècle, comme on peut le constater sur le plan cadastral napoléonien édition de 1890. D'autre part, le chemin vert, qui existe, se situe dans le prolongement de la rue du Gibraltar, mais à plus de 1 km du projet. Deuxièmement, lorsqu'au point 7 du formulaire relatif aux effets notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé, en page 9 du document, l'instruction demande « Le projet engendre-t-il des modifications sur les activités humaines, agriculture, notamment l'usage des sols ?» La réponse du demandeur est non. Son commentaire
Le terrain qui était agricole est intégré dans l'emprise de l'entrepôt existant. Plus qu'une erreur, c'est à mon sens une contre-vérité. Bien que classée en zone UE1 du PLU 2 de la MEL depuis un peu plus de 2 ans, cette parcelle a en effet toujours été agricole et cultivée. Leur réponse ne peut donc être que oui. Troisièmement, pour créer la zone industrielle de Roubaix-Est, premier nom de la zone d'activité de Roubaix-Est, l'arrêté préfectoral du 26 mai 1972 a fixé un règlement d'urbanisme et d'aménagement. Celui-ci s'impose depuis à chaque acquéreur de parcelles de la zone d'activité. Systématiquement, donc, les notaires intègrent ou annexent ce document à leur copie authentique de la transaction. Le règlement d'urbanisme stipule notamment au 3e alinéa de son article 4 qu'un recul de 50 mètres à compter de la frontière et de l'axe de la rocade est de Roubaix est à respecter par rapport aux limites extérieures de la zone. Clause que les constructions déjà édifiées sur la commune de Touflers respectent par ailleurs. Or, selon le plan consultable du dossier d'instruction, la SCI Exeter s'est manifestement affranchie de cette servitude de non-édificandi. En effet, la frontière constituée par l'axe médian de la rue du Gibraltar droite, longeant le projet, se situe à moins de 25 mètres des constructions envisagées, donc sans respect de la servitude. Sauf erreur de ma part, aucune délibération du Conseil métropolitain n'a abrogé cette disposition sur l'implantation des constructions par rapport aux limites extérieures de la zone d'activité. Voici donc quelques incongruités qu'a pu relever dans le dossier présenté par le promoteur le simple citoyen que je suis. Je n'ose imaginer ce que pourrait relever un spécialiste des questions techniques sur les installations ICPE, très souvent hermétiques à la plupart des Lersois. Aussi, pour vitaliser l'ERS, ce projet ne peut aboutir en l'état. À minima, il ne le pourrait qu'en respectant les servitudes grevant le terrain, après correction des erreurs que j'ai ici brièvement relevées. Et enfin, mais à tout le moins, en prenant en compte la demande formulée par les riverains et la commune d'Étain-Puy limitrophe pour que les quais de chargement soient orientés vers l'entrepôt voisin, ces quais et son éclairage existant, et non à quelques mètres des maisons voisines. Objectivement, ces conditions ne semblent atteignables qu'en reconsidérant la dimension de l'édifice à bâtir. Les élus de Vitaliser-Lers souhaitent donc que vous ne signiez pas le permis de construire de cette installation dans l'état actuel du dossier. Merci. Monsieur Bourgois, je vous remercie de cette question sur un sujet, je le sais, qui inquiète beaucoup de monde. Tout d'abord, permettez-moi de redonner quelques éléments d'information sur ce dossier qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires, pas toujours justes, pour ne pas dire souvent faux. En premier lieu, et ceci répondra à votre deuxième point, ces parcelles sont constructibles au plus, et pas depuis 2 ans, mais depuis le premier plan d'occupation de sol, le POS, l'ancêtre du plus, qui date de 1974. À l'époque, ces terrains étaient même construits puisqu'ils accueillaient, et vous devez le savoir, l'entreprise textile Faratex. Cette usine était d'ailleurs encore là en 2005. Au dernier plus, elles ont changé de zonage pour passer d'un zonage industriel à un zonage économique. Dans tous les cas, ces terrains sont constructibles et je me permets de souligner qu'une activité économique est moins impactante pour les riverains qu'une activité industrielle. En résumé, ces parcelles ont toujours été constructibles. Encore une fois, je comprends l'inquiétude et même le mécontentement des riverains, je n'y suis pas indifférent, mais c'est pour cela que j'ai négocié avec Exeter plusieurs points pour diminuer au maximum les nuisances. Si les riverains ont considéré que ces terrains avaient une vocation agricole, j'en suis désolé car c'est faux. Je vous invite par ailleurs à aller au parc d'activités. Des entrepôts comme celui envisagé par Exeter sont nombreux et d'autres habitations se situent à proximité d'entreprises de façon plus proche que dans le projet actuel. On en a discuté en commission, je vous invite à faire le tour ou prendre un plan de cadastre et vous verrez. Ensuite, je voudrais préciser que la construction de cet entrepôt est soumise à 3 procédures parallèles. La demande de permis de construire, cette demande est instruite par la mairie. Pour cela, nous vérifions si la demande de construction est conforme aux règles établies par le PLU. En l'état actuel de l'instruction, nous n'avons pas décelé de non-conformité au PLU.
Cela signifie que comme nous sommes, et heureusement dans un état de droit, la ville doit appliquer les règles juridiques en vigueur. Si le permis de construire est conforme au PLU, je dois accorder ce permis. Si je ne le fais pas, il sera attaqué et octroyé d'office. La deuxième procédure est celle de l'étude d'impact. Celle-ci est diligentée par les services de l'État. Une analyse est faite pour savoir si la construction est soumise à étude d'impact. S'agissant d'Exeter, les services de l'État ont considéré, c'est les services de l'État, c'est pas la ville encore une fois, ont considéré qu'une étude d'impact n'était pas nécessaire. Encore une fois, comme la mairie, les services de l'État vérifient la conformité à des règles juridiques votées et d'actualité. Cependant, même en l'absence d'étude d'impact, il y a une concertation publique, vous le savez, qui vient de se terminer. Enfin, il y a une troisième procédure pour autoriser l'activité qu'il y aura dans cet entrepôt, et notamment quand il s'agit d'ICPE, c'est-à-dire installation classée pour la protection de l'environnement. Cette procédure est dirigée par le service de l'État, justement pour garantir aussi son impartialité, puisque j'ai entendu que j'avais accepté cette construction contre des avantages financiers, bien sûr, à mon égard. Ce qui, au passage, je le dis, m'a très profondément choqué. Les services de l'État sont donc en train d'instruire cette demande d'activité. Cette analyse est faite par des experts et dure plusieurs mois. Je me permets d'ajouter que dans le parc d'activités, d'autres entreprises ont une activité classée ICPE, vous le savez certainement, et jusqu'à présent, les Lerçois ne se sont jamais sentis en danger. Le classement en ICPE permet justement de garantir que toutes les mesures sont prises pour permettre la réalisation d'activités indispensables pour l'activité et aussi pour la sécurité des habitants. Monsieur Bourgois, pour répondre maintenant de façon précise à vos deux autres questions. S'agissant de la dénomination des rues sur le plan masse, sachez qu'en urbanisme, nous nous attachons à la désignation des parcelles cadastrales pour éviter justement toute confusion sur les terrains concernés. Les noms de rues ne sont que des décisions municipales pour faciliter le repérage dans une ville. Elles sont soumises à des changements des modes. En urbanisme, nous nous basons sur le cadastre. Vous avez déjà soulevé à mes services la question de cette règle de non aedificandi, de non-construction, inscrite dans le règlement de la ZAC. Comme nous vous l'avons déjà expliqué, cette règle existait dans le règlement de la ZAC, c'est tout à fait exact. Mais ce règlement a disparu avec la ZAC en 2007 par arrêté préfectoral. Aujourd'hui, les règles applicables sont celles du PLU. Monsieur Bourgois, je salue votre ténacité et votre pugnacité à rechercher des archives et d'anciens documents. On l'a entendu tout à l'heure, ce que vous avez cité. Mais les règles évoluent et en l'occurrence, celle-ci n'existe plus. Enfin, je me permets de terminer par la difficulté rencontrée dans toutes les communes pour faire évoluer nos villes. À l'heure actuelle, tous les projets de construction, quels qu'ils soient, votre homologue, M. Johnson, l'a évoqué tout à l'heure, font l'objet d'oppositions très fortes. Nous le voyons chez nous. Qu'il s'agisse d'un espace culturel, de logement ou d'activités économiques, nous sommes confrontés en permanence à des levées de boucliers. Cependant, je voudrais souligner, moi, que ces constructions sont nécessaires. Nous avons besoin de logements, on l'a vu tout à l'heure aussi avec la création d'une classe supplémentaire, mais aussi d'emploi, mais aussi de culture. Je comprends qu'on n'ait pas envie d'avoir une construction à côté de chez soi, je l'ai dit tout à l'heure concernant l'autre sujet. Mais encore une fois, les possibilités de construction sont clairement inscrites au PLU, qui est un document public. Le PLU est un document essentiel, et c'est pourquoi son adoption est longue, puisqu'on est en train d'y travailler à la MEL sur le PLU 3, vous le savez, et fait l'objet d'enquêtes publiques pour que les citoyens puissent s'en saisir. La gestion d'une ville ne peut être l'addition d'intérêts particuliers. Il existe des objectifs d'intérêt général que la mairie doit défendre, qui font que nous répondons aux besoins de la population, des logements abordables, des activités, de l'emploi. Tout ceci nécessite parfois des constructions, certes. On ne peut pas à la fois demander de nouveaux services, de nouveaux logements, vouloir préserver les zones agricoles, refuser qu'on construise en ville. Impossible. La ville de Lers a préservé dans son PLU sa ceinture verte, qui n'est pas constructible. Mais pour répondre aussi à tous les Lerçois que je reçois chaque semaine dans ma permanence et qui demandent de l'emploi et du logement accessible, nous devons construire dans les zones qui ont été fléchées comme telles. C'est pas moi qui l'ai voulu. C'est comme ça. Et j'en terminerai par vous rappeler, mais vous le savez certainement, que nous faisons une réunion publique sur ce sujet lundi prochain à 19h30. Je pense que vous y serez, bien évidemment. Lundi 19h30 en salle Kerkhove pour parler de ce projet-là. C'est une réunion publique où seront présents l'entreprise qui sera la mieux à même de présenter son projet, parce que je pense que c'est quelque chose qui est à faire, bien évidemment, et qui sera accompagné aussi de gens
dont c'est très certainement la compétence de pouvoir vous répondre très précisément sur vos objections, parce qu'encore une fois, moi, je peux répondre sur la partie qui me concerne, qui est la partie permis de construire qui est déposée, sur la partie ICPE. Certes, je connais un peu le sujet, mais c'est pas à moi d'y répondre. Et encore une fois, c'est au service de l'État. C'est pas une compétence municipale. C'est à l'État, dans sa délégation, de décider si ce bâtiment est acceptable. Et encore une fois, s'il l'est, et qui correspond aux règles du PLU, je n'aurai pas d'autre choix que de le valider. En rappelant que pour moi, il présente deux intérêts principaux. Un, je l'ai déjà dit, c'est que ça prouve que notre parc d'activité est en bonne santé, et c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ce parc d'activité a encore un avenir devant lui, avec tous les emplois induits des Lersois, mais pas seulement des Lersois. Je pense aussi aux voisins lissois, touflersois, belges, qui sont juste à côté. Donc ce parc d'activité, pour moi, est un poumon pour notre économie locale, au vrai sens du terme. Il est important donc de le voir en bonne santé. Pour moi, ça, c'est une première bonne nouvelle. Et vous le savez qu'il y a un prévisionnel, même si ce bâtiment est en blanc, un prévisionnel de création d'environ 80 emplois. Encore une fois, ce sera peut-être un peu plus, ce sera peut-être un peu moins, puisque la logistique peut être différente dans chacun des 4 bâtiments qui s'y trouvent. Donc, je ne vais pas vous dire et signer en bas parce que c'est pas mon engagement. Mais en tout cas, j'ai jamais vu un bâtiment logistique vide. Ça n'existe pas. Donc, il y aura forcément de l'emploi, il y aura forcément de l'activité. Et ça, c'est pour notre bien à tous. Voilà. Donc, rendez-vous pour ceux que ça intéresse au lundi 28. Oui, monsieur. Une remarque parce que. Oui, monsieur le maire. C'est concernant justement le document, le règlement d'urbanisme et d'aménagement. Il ne s'agit pas du règlement d'urbanisme et d'aménagement de la ZAC, mais bien celui de la zone industrielle, appelée maintenant zone d'activité de Roubaix-Est. Lors de la création de la ZAC, parallèlement à la zone industrielle, on a repris le règlement d'urbanisme de la zone industrielle pour l'appliquer à la ZAC créée sur la parcelle qui va être construite par l'entrepôt Exeter. Ça, c'est une certitude. C'est marqué dessus. Je peux vous en fournir un exemplaire. Et c'est parce que, à l'époque, à la création de la zone industrielle, dans ses limites, s'arrêtait à la rue du Capitaine Picavet. Et la parcelle actuelle, qui va bientôt être occupée par Exeter, était en dehors de la zone. Et cette parcelle n'a été intégrée dans la zone d'activité ou ancienne zone industrielle qu'il y a seulement un peu plus de 2 ans. Certes, elle était industrielle avant, si, monsieur le maire. Elle a été intégrée en 2019 par décision et c'est effectif depuis 2020. Ça, c'est une certitude. Et donc, comme cette parcelle vient d'être intégrée dans la ZAC, obligatoirement, le promoteur est obligé de respecter ce règlement d'urbanisme et d'aménagement qui a dû lui être remis lors de l'acquisition. C'est tout. Monsieur Bourgois, je ne vais pas répondre. Encore une fois, vous connaissez pas depuis longtemps. Ah, c'est du droit. Écoutez, moi aussi, oui, pardon, j'ai coupé le son. Urbanisme. Ben oui, c'est du droit, on est bien d'accord. Et moi, je vous oppose les gens qui ont travaillé le sujet, qui vous ont déjà répondu, je pense, en direct. Donc, je pense que notre discussion est stérile. Rendez-vous le 28. Il y aura devant vous des gens qui seront peut-être un peu plus à même de répondre à certains points particuliers. Mais encore une fois, société, etc. non, mais monsieur Bourgois, nous en reparlerons la semaine prochaine si vous le voulez bien, puisque je pense qu'on va pas trouver de terrain d'entente là ce soir tous les deux. Merci. Dernière question, monsieur Johnston. Oui, merci. La réponse ne nécessitera pas d'intermédiaire. Monsieur le maire, les 10 et 24 avril se tiendra l'élection présidentielle. Indéniablement, elle constitue un enjeu central pour la vie politique française, tant elle se situe au point d'orientation de la vie de l'État et de la vie publique en général. Par ses dotations, les cadres administratifs, réglementaires ou prélèvements obligatoires qu'elle peut serrer ou desserrer autour des collectivités territoriales, l'action de l'État est primordiale pour la vie d'une commune. Vous ne le savez que trop et mieux que chacun des conseillers ici présents. Au mois d'avril, il s'agit donc aussi d'intérêt local et cela doit nous intéresser. Or, vous le savez, plusieurs candidats sont en difficulté d'obtention de parrainage pour se présenter. Plusieurs d'entre eux réunissent même près de 40% des intentions de vote. C'est une préoccupation démocratique qui concerne tous les acteurs engagés de la République. Monsieur le président de l'Association des maires de France, élu les Républicains maire de Cannes, a cette semaine apporté son parrainage à monsieur Jean-Luc Mélenchon, envers lequel on ne peut supposer de collusion. J'en étais où ? Afin d'illustrer qu'un parrainage n'est pas une adhésion aux idées, mais un principe de bonne vie démocratique.
D'autres portent différentes initiatives nationales, François Bayrou, ou locales, les concertations citoyennes sur un livret ouvert à l'hôtel de ville, tirage au sort, etc., etc. Monsieur le maire, ma question est donc simple. Allez-vous porter un parrainage? Et si oui, selon quelle méthode? Alors, nous sommes en fin de conseil. Je vais vous faire une réponse très brève, mais que je vais un peu expliquer quand même. Monsieur Johnston, merci pour cette question. Je suis d'accord avec vous. La démocratie exige que plusieurs candidats puissent se présenter aux élections présidentielles. Et je pense que ces dernières années, la France n'a pas manqué forcément de candidats. J'entends que le parrainage d'un candidat aux élections présidentielles ne doit pas obligatoirement être assimilé à son soutien ou à l'adhésion à ses idées, bien évidemment. Cependant, si la Ve République a mis en place ce système de parrainage par les maires, c'est bien pour exercer un filtre afin de garantir le sérieux et la solidité des candidats. Le parrainage des maires, eux-mêmes élus, permet l'exercice également de la démocratie. C'est pourquoi, dans la lignée de mon groupe, qui est sans étiquette et attaché à la neutralité et à son indépendance, je ne parrainerai pas de candidat. J'en profite, après cette réponse un peu longue pour vous dire non, j'en profite pour rappeler et pour vous rappeler à tous que la tenue des bureaux de vote, par vous, mes chers collègues ici présents, est importante et nécessaire. J'en profite aussi ici publiquement pour faire appel à la population pour participer à une véritable action citoyenne, la tenue des bureaux de vote, comme assesseurs ou scrutateurs en fin de journée simplement pour le dépouillement. Non seulement, je le rappelle, pour les présidentielles, comme ça vient d'être abordé les 10 et 24 avril prochains, mais aussi, juste un peu après, pour les législatives des 12 et 19 juin. Nous avons besoin de vous. Merci. Voilà qui clôt notre conseil municipal de ce soir. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée.